Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire d'information et de démonstration du site Les emplois de l'inclusion. Donc nous sommes ensemble pour 1h30. On va voir ensemble des éléments de contexte sur le site des emplois de l'inclusion. On va s'intéresser de plus près au rôle de prescripteur, donc prescripteur habilité et orienteur. On va voir tout ça ensemble. Et enfin, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur le site des emplois de l'inclusion pour vous montrer comment ça se passe concrètement, comment on peut s'inscrire et comment on peut orienter un candidat. Donc, vous le voyez, nous sommes sur un outil. Vous n'avez pas la possibilité d'activer votre caméra. En revanche, vous avez sur votre droite, la possibilité d'utiliser un chat. Donc, voilà, vous cliquez sur l'emplacement à droite et vous pouvez rédiger vos messages. Et donc là, n'hésitez pas à me dire dans quelle organisation vous travaillez et dans quel département, puisque c'est un webinaire national. Donc potentiellement, on peut retrouver effectivement pas mal d'organisations différentes, et des personnes situées un peu dans toute la France. Vous avez également en bas à droite un onglet questions et là vraiment, hein, je vous invite à poser toutes vos questions dans cet onglet. Ce sera beaucoup plus simple pour moi de les retrouver, et de les afficher à l'écran. Je marquerai des pauses pendant ma présentation pour, m'assurer que tout est OK. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont écrit dans le chat. Bonjour, hein, bienvenue, Catherine, Franck, Alexandra. On a qui d'autre? On a le CCAS. Alors, ah, ça défile trop vite. Le CCAS de Vernouillet en Eure-et-Loire. On a qui d'autre? Association Audace. OK. Qui on a d'autres? Des ACI, des CIP en ACI, et cetera. Alors juste pour information, c'est un webinaire en fait à destination des prescripteurs. Donc j'ai vu qu'il y avait des employeurs présents parmi nous. Donc vraiment les questions, vont vraiment être centrées sur les prescripteurs et toute la présentation. Si jamais vous avez des questions, pour les employeurs, sachez qu'il existe des webinaires questions-réponses, à destination justement des structures d'insertion. Alors, comme je vous le disais, effectivement, voilà, cet onglet questions, cet onglet chat. Donc là, je vois que vous êtes nombreux, il y a 66 personnes connectées. Sachez que, le support que je vous présente à l'écran ainsi que le replay vous seront communiqués après le webinaire. Et vous avez également la possibilité de réagir en direct. Donc à défaut d'effectivement vous voir, en direct, eh bien, vous allez pouvoir réagir et de temps en temps, je prendrai la température pour vous demander: «Est-ce que c'est clair pour vous?» ou au contraire, «C'est pas clair» et auquel cas, ben, vous utilisez les petits emojis, pour réagir. Et d'ailleurs, on va faire un premier test pour m'assurer que tout le monde m'entend bien. Est-ce que, voilà, vous m'entendez bien? Est-ce que le support s'affiche bien pour vous? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et si jamais il y a des personnes qui ont des problèmes de son, ça, il y en a toujours, hein, c'est la règle d'or dans toutes les visios, il y a toujours quelqu'un qui a un problème de son. Donc si c'est le cas, eh bien, vous avez un bouton en bas à gauche, le bouton, aide. Voilà, donc c'est les personnes qui ont des problèmes ne m'entendent pas forcément, mais j'espère qu'elles pourront voir du coup le support de présentation. Voilà, donc super, ça m'a l'air d'être OK pour tout le monde. Alors je me présente, hein, je suis Zora Hadji et en fait, je suis chargée de déploiement pour le site Les emplois de l'inclusion. Mon rôle, c'est, plus spécialement, en fait, de m'occuper des, prescripteurs habilités. Mais voilà, je le rappelle, hein, le webinaire d'aujourd'hui, ce sont les prescripteurs en règle générale, donc habilités ou orienteurs et on va voir toutes ces différences ensemble. OK, ben super. Si c'est OK pour tout le monde, on va pouvoir démarrer. Je marquerai des pauses, mais voilà, si vous avez la moindre question, onglet questions et puis, quand je marquerai la pause, je l'afficherai à l'écran et je pourrai y répondre. Allez, c'est parti. On va commencer par une présentation du site Les emplois de l'inclusion. Donc, pour information, hein, ce webinaire, ça va vraiment être du niveau 1. C'est vraiment, pour les personnes qui ne connaissent pas encore bien le site, qui ne connaissent pas encore bien le rôle de, prescripteur. Alors, le service des emplois de l'inclusion, il a été mis en place pour lever les freins qui limitent l'action de l'IAE. Heu, Ces freins, ils sont de différentes natures et un que je cite, assez souvent, c'est la méconnaissance de, l'IAE. Moi-même avant cette mission pour les emplois de l'inclusion, je travaillais chez Pôle emploi.
j'étais conseillère et en fait, j'étais conseillère, généraliste. J'avais pas forcément une spécialité sur l'IAE ni sur l'insertion. Je voyais ça de très loin. J'avais des collègues en agence qui s'en occupaient et qui maîtrisaient parfaitement le sujet, mais moi, je dois l'avouer, c'est vrai que, ben, l'IAE, je voyais ça de loin. Je savais à peu près en quoi ça consistait, mais bah, je connaissais pas trop les structures, je savais pas forcément, quel profil elle pouvait recruter et forcément, quand on connaît pas les structures, qu'on n'a pas forcément un accès, un contact privilégié avec ces structures, eh bien, on pense moins à les solliciter, on fait moins de prescriptions et c'est dommage. Donc l'idée des emplois de l'inclusion, c'est de permettre à tout le monde d'avoir un accès, de visualiser en fait ces employeurs solidaires. Donc on parle beaucoup de l'IAE, mais sachez que sur le site des emplois de l'inclusion, quand on parle d'employeurs solidaires, on va parler des structures d'insertion, donc SIAE, structure d'insertion par l'activité économique. On va parler également des GEC, groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc, ce sont des structures qui vont proposer des contrats d'alternance, donc contrats de professionnalisation, pardon, ou d'apprentissage auprès des publics donc, en difficulté. Et on va également retrouver les EA et EATT, entreprises adaptées ou entreprises adaptées de travail temporaire, dont la spécificité est d'employer des personnes en situation de handicap. Donc l'idée de ces employeurs solidaires, en fait, c'est qu'ils proposent un contrat de travail, comme n'importe quel employeur, j'ai envie de dire, mais le plus, en fait, c'est que ces employeurs solidaires vont également accompagner les personnes en difficulté. Et donc vous, prescripteurs habilités et orienteurs, vous êtes au contact de publics en difficulté et vous allez pouvoir facilement donc retrouver ces employeurs solidaires. Donc vous allez les identifier sur un territoire donné. Vous allez également prendre connaissance de l'accompagnement qu'ils proposent. Ces employeurs vont pouvoir mettre aussi en avant leurs besoins en recrutement. Et ça, on va le voir plus en détail, hein, pendant la démonstration. Alors, sur le site des emplois de l'inclusion, on a 4 grands types d'utilisateurs. On a les candidats, on parle de candidat à un emploi accompagné. Ce n'est pas, un candidat classique, c'est vraiment le candidat qui n'a pas accès ou difficilement accès au marché du travail classique, en fait à cause de freins tels que, je ne sais pas moi, le logement, le surendettement, les problèmes de santé et cetera. Tous ces freins qui empêchent un candidat, voilà, d'accéder au marché du travail classique. Quand on parle de candidat, je tiens à préciser que, le candidat n'a pas l'obligation d'être inscrit chez Pôle emploi. Pendant longtemps, en fait, on nous disait qu'effectivement, pour bénéficier d'un parcours en IAE, insertion par l'activité économique, j'arrêterai de dire les sigles, je pense au bout de 2-3 fois, une fois que ça rentre bien, parce que voilà, juste pour information, je sais que certains d'entre vous connaissent bien l'IAE, mais voilà, j'essaye de vraiment expliquer les sigles parce que je sais que, il y a aussi des orienteurs, des nouveaux prescripteurs habilités qui ne connaissent pas encore très bien ou qui, comme moi avant, connaissaient ça de, très loin, en fait. Donc voilà, les candidats, qui ont des difficultés d'accès au marché du travail classique. Et donc pendant très longtemps, on nous disait que pour bénéficier de l'IAE, le candidat doit être inscrit chez Pôle emploi. Donc en fait, c'était plus une contrainte technique parce que, l'enregistrement en parcours IAE se faisait via les logiciels de Pôle emploi, donc avant l'arrivée des emplois de l'inclusion et donc pour enregistrer une personne, il fallait qu'elle soit forcément inscrite en tant que demandeur d'emploi. Donc ce n'est plus le cas. Voilà, donc réglementairement, ça a toujours été le cas, mais techniquement, voilà, il n'y a plus de nécessité de s'inscrire chez Pôle emploi. On retrouve également les prescripteurs habilités. Donc les prescripteurs habilités, ce sont des professionnels habilités à valider l'éligibilité à l'IAE, donc des candidats qu'ils accompagnent. Et en fait, les prescripteurs habilités, c'est une liste qui est établie au niveau national. C'est un arrêté national, donc le dernier, en date, il remonte au 1er septembre 2021. Pareil, on va voir ensemble, hein, cette liste de prescripteurs habilités. Donc il y a une liste nationale d'organismes qui ont le statut de prescripteurs habilités et il faut savoir aussi qu'au niveau, départemental, il peut y avoir des arrêtés préfectoraux de département du coup qui permettent en fait de donner le statut de prescripteur habilité à un organisme.
On a également les orienteurs. Donc, j'ai vu qu'il y avait des CIP, donc conseillers en insertion professionnelle, qui étaient présents parmi nous. Donc, les orienteurs, ça peut être par exemple, voilà, des CIP, conseillers en insertion professionnelle, qui travaillent au sein des structures d'insertion. Ça peut être également des associations de chômeurs. On peut également retrouver, je ne sais pas moi, des maisons de l'emploi. En fait, c'est, pour faire simple, ce sont tous les prescripteurs, donc des professionnels ou non, qui sont au contact de personnes en difficulté mais qui ne figurent pas dans la liste nationale ou qui n'ont pas d'arrêté préfectoral qui leur donne le statut de prescripteur habilité. Et enfin, hein, pour rappel, on retrouve hein, les employeurs solidaires. Et pour rappel, il y en a trois, les structures d'insertion, les entreprises adaptées et les GEC, groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Alors, je vous ai représenté dans ce tableau le qui fait quoi au niveau des différents professionnels. Alors, je vais juste faire un petit tour côté chat pour m'assurer, parce que comme je suis toute seule, personne ne peut m'alerter si jamais il y a des soucis de son. Alors, ça m'a l'air d'être OK. Pensez à bien poser vos questions dans l'onglet questions pour que je puisse y répondre, parce qu'avec le chat, en fait, le risque, c'est que ben, ça défile et je ne les verrai pas. Alors qu'avec l'onglet questions, je pourrais trier et ce sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas à les copier-coller dans l'onglet questions et je marquerai une pause dans quelques instants. Alors, le rôle des différents professionnels. Donc, on a vu hein, les prescripteurs habilités. Donc, habilités au national ou au niveau préfectoral. Ils vont pouvoir envoyer des candidatures aux employeurs solidaires. Donc, ils vont pouvoir orienter les candidats qu'ils accompagnent aux employeurs solidaires. S'agissant de l'IAE, ils vont pouvoir également valider l'éligibilité à l'IAE des candidats qu'ils ont orientés. Donc, pour ceux qui connaissent l'IAE, qui du coup orientaient, qui avaient déjà orienté dans le passé, peut-être que vous aviez utilisé ce qu'on appelle des fiches de positionnement. Ce sont des fiches papier en fait où, on complétait les informations du candidat, on justifiait en quelque sorte, bah, la prescription. Pourquoi on oriente ce candidat en IAE, on expliquait un peu sa situation. Donc ça, je sais qu'il y avait différentes déclinaisons en fonction des territoires. Ça s'appelait soit fiche de positionnement, soit fiche de prescription IAE, soit fiche de liaison. Mais voilà, c'était la fiche qu'on complétait. Donc là, il n'y a plus de fiche à compléter. En fait, ça se fait directement en ligne. C'est dématérialisé. Pour les orienteurs, donc comme ils ne sont pas habilités, ils vont quand même pouvoir orienter des candidats, donc envoyer la candidature à un employeur. Mais on vous le précise ici, hein, pour l'éligibilité à l'IAE, c'est la structure d'insertion qui va se charger de vérifier et valider cette éligibilité à l'IAE. Côté employeur solidaire, on va prendre l'exemple d'une structure d'insertion. La structure d'insertion, elle peut enregistrer un candidat elle-même. C'est ce qu'on appelle l'auto-prescription. Donc l'auto-prescription, en fait, c'est la possibilité pour voilà, l'employeur d'enregistrer un candidat qui n'a pas été orienté ou qui n'a pas postulé sur le site des emplois de l'inclusion. Et ça peut arriver, notamment quand le candidat, par exemple, se présente physiquement, à la structure ou qu'il a utilisé un autre canal pour postuler et voilà, la structure, si elle est intéressée par ce candidat, elle peut l'enregistrer directement et en l'enregistrant, elle va également pouvoir valider son éligibilité à l'IAE. Alors pour information, hein, là je vous ai parlé effectivement du côté plus technique, mais la validation de l'éligibilité à l'IAE, ça se fait en 2 temps. Premier temps, il y a un diagnostic socio-professionnel qui est réalisé. Alors ce diagnostic socio-professionnel, l'objectif, c'est voilà, on s'entretient avec la personne, on essaie de comprendre sa situation et voilà, analyser les différents freins et à l'issue de cette analyse, on va pouvoir effectivement être en mesure de savoir si l'IAE, c'est une solution, oui ou non, pour ce candidat. Donc voilà, donc il y a cette phase diagnostique qui se fait dans le cadre d'un entretien et il y a également une phase, critères administratifs. Donc la phase critères administratifs, on va voir ensemble justement les critères administratifs. Alors je crois qu'il faut que je change, je vais voir si ça s'affiche chez vous. Il faut que je change peut-être ouais, la manière dont j'ai partagé mon écran. Je vais juste modifier ça. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc pour information, je fais une première présentation donc du site des emplois de l'inclusion. Je vous donne des éléments de contexte et ensuite je vais passer, à une, démonstration. Donc là, c'est vraiment pour que tout le monde ait bien, l'information.
Et pour information, le support ainsi que le replay vous seront communiqués après le webinaire. Alors je vais un peu zoomer parce que je suis pas sûre qu'à 100 on voit très bien. Voilà. Donc au niveau des critères d'éligibilité IAE, donc critères administratifs d'éligibilité à l'IAE, on nous dit pour qu'un candidat puisse être déclaré éligible à l'IAE par une SIAE. Et là, vous verrez en fait que le par une SIAE, en fait, il a toute son importance. J'ai pas envie de spoiler ma présentation, mais voilà, le par une SIAE, il a son importance. Donc, on nous dit que pour déclarer un candidat éligible à l'IAE, le candidat doit avoir au moins un critère administratif de niveau 1 ou le cumul de 3 critères administratifs de niveau 2. Sachez que le lien, hein, que je vous enfin la page que je vous montre à l'écran, elle est dans le support de présentation et vous avez tous les liens utiles. Et ensuite, si on a un peu de temps, je pourrais aussi vous montrer la communauté de l'inclusion avec tous les supports, tous les tutos. Voilà, si jamais je vais trop vite ou je vous explique mal quelque chose, sachez que, voilà, vous allez retrouver pas mal de choses dans cet, espace documentation. Donc, voilà, 3 critères administratifs de niveau 2. Il y a une exception pour les ETTI, ce sont les entreprises de travail temporaire d'insertion, et les AI, associations intermédiaires, où là, c'est 2 critères administratifs de niveau 2. Si vous ne maîtrisez pas les types de structures, sachez que, voilà, dans cet espace de documentation, je vous ai fait une petite page avec les types de SIAE. Donc, alors si mon wifi veut bien, est-ce que vous m'entendez toujours? Je crois que j'ai eu une micro coupure. Est-ce que vous m'entendez? Ah super, merci. J'ai eu peur. Merci beaucoup. Donc voilà, les types de SIAE, si jamais vous ne maîtrisez pas, vous avez les types de structures. Aujourd'hui, la présentation, elle est pas sur, sur l'IAE, elle est vraiment sur le site des emplois de l'inclusion, plutôt une présentation technique. Mais voilà, si jamais vous avez besoin d'informations, vous avez toutes les descriptions, voilà, toutes les informations ici. Alors, on va retourner sur la page critères. Voilà. Donc sur les critères, donc on nous dit un critère administratif de niveau 1. Donc dans les critères administratifs de niveau 1, on va retrouver les bénéficiaires du RSA, les allocataires ASS, donc c'est l'allocation qui est délivrée par Pôle emploi, allocation de solidarité spécifique, allocataires AAH, allocation aux adultes handicapés. On a les demandeurs d'emploi de très longue durée. Quand on parle de demandeurs d'emploi de très longue durée, on est sur de l'inscription chez Pôle emploi et en l'occurrence, plus 24 mois d'inscription en continu. Tout à l'heure, hein, pour ceux qui se souviennent, je vous disais, ben, le candidat, pour bénéficier d'un parcours IAE, il n'a pas besoin d'être inscrit chez Pôle emploi. Donc je maintiens, hein, c'est toujours vrai, hein, mais s'agissant de ce critère précisément, ce critère de niveau 1, eh bien, on est bien sur de l'inscription chez Pôle emploi. Voilà pour les critères. Sur la droite, vous avez des pièces justificatives, mais on va le voir ensemble. Comme vous avez donc, enfin les orienteurs, eux, n'ont pas à valider l'éligibilité à l'IAE. Donc, voilà, ça vous n'avez pas cette responsabilité-là. Et côté prescripteur habilité, on le verra ensemble, ben, il n'y a pas de pièces justificatives à fournir et vous allez comprendre pourquoi. Pour les critères administratifs de niveau 2, eh bien, on va retrouver, un critère lié au niveau d'études, CAP, BEP ou infra, un critère lié à l'âge, plus de 50 ans, moins de 26 ans. On va retrouver les sortants de l'ASE, aide sociale à l'enfance, un critère demandeur d'emploi de longue durée, donc là c'est différent, hein, là on avait très longue durée, là c'est longue durée, c'est entre 12 à 24 mois d'inscription en continu chez Pôle emploi. On retrouve également, les travailleurs en situation de handicap, les parents isolés, les personnes sans hébergement ou hébergées ou ayant un parcours de rue, les réfugiés statutaires, les résidents en ZRR, zone de revitalisation rurale, les résidents en QPV, quartier prioritaire de la ville, les sortants de détention ou personnes placées sous main de justice, un critère lié à la maîtrise de la langue française et un critère lié à la mobilité. Donc voilà, tous les justificatifs sur la droite ne concernent pas les prescripteurs habilités et pas les orienteurs, puisque les orienteurs voilà, ne valident pas cette éligibilité. On va revenir sur le tableau. Donc voilà, on a vu cette partie critères, hein, validation
via un diagnostic et via, les critères administratifs. Et il faut savoir que les structures d'insertion, elles auront cette validation d'éligibilité à l'IAE, elles auront à la faire en fait dans 3 cas. Premier cas, on l'a vu, c'est quand un orienteur transmet la candidature, puisque l'orienteur n'a pas cette habilitation à valider l'éligibilité. Deuxième cas, c'est l'autoprescription. L'employeur enregistre lui-même le candidat. Donc, il doit vérifier, valider son éligibilité à l'IAE. Et troisième cas qui n'est pas représenté, puisque là, on parle vraiment des professionnels, c'est quand le candidat postule en toute autonomie sur le site des emplois de l'inclusion. Et bien là, pareil, l'employeur, s'il souhaite l'embaucher, il va devoir réaliser ce diagnostic et la validation des critères. Et il n'y a qu'un seul cas où l'employeur n'a pas à faire cette vérification, c'est lorsqu'un prescripteur habilité lui transmet une candidature. Alors, juste, je suis allée un peu trop vite, voilà. Au niveau de mon tableau, donc pour en revenir donc, à cette partie-là, les employeurs solidaires vont également demander l'obtention d'un pass IAE. Le pass IAE, c'est le nouveau nom que l'on donne à l'agrément, donc l'agrément qui permet de bénéficier d'un parcours IAE, eh bien, c'est le nouveau nom que l'on donne, à l'agrément, puisque voilà, c'est la nouveauté apportée par le site des emplois de l'inclusion. Et là, c'est vraiment une démarche qui est réalisée par la structure d'insertion. En tant que prescripteur, vous n'avez pas à faire cette démarche d'obtention du pass IAE. C'est la structure, au moment de l'embauche, qui va demander l'obtention du pass IAE. Et justement, je vous ai mis un petit récap hein, sur le pass IAE. Le pass IAE, il va permettre de valider l'entrée en parcours IAE d'un candidat. Il va être valable 2 ans et pendant 2 ans, le candidat peut être recruté. Je dis peut-être, hein, parce que, voilà, un pass IAE de 2 ans, ça ne veut pas dire forcément que le candidat aura un contrat, voilà, des contrats qui se cumulent sur 2 ans. C'est la possibilité, en fait, d'y accéder plus facilement. Donc, voilà, permet au candidat d'être recruté par différentes structures d'insertion. Donc, par exemple, il va pouvoir faire 6 mois dans une structure A, 6 autres mois dans une structure B ou voire parfois, 24 mois dans la même structure. Voilà, donc ça va dépendre de la situation de chacun. Et la structure d'insertion, il faut savoir que quand elle recrute un candidat, quand il va être embauché, elle va, se charger de l'accompagner sur sa prise de poste, mais également elle va l'aider à lever les freins que le candidat rencontre et en fonction des structures, l'accompagnement, il va être plus ou moins poussé. Donc là, il ne faudra pas hésiter vraiment à consulter les descriptifs des structures, pour comprendre, voilà, ce qu'elles peuvent proposer et si ce qu'elles proposent est adapté, à vos candidats. Et bien sûr, ben, voilà, comme ces structures, accompagne, donc sur le poste et à la levée des freins, eh bien, la structure bénéficie d'une aide au poste pour l'embauche de ce candidat. Alors, je vais marquer une pause avant de poursuivre la présentation. Alors, on va regarder dans l'onglet questions. Je vais arrêter mon partage, que je pense que c'est pas agréable pour vous. Heu, les bénéficiaires IER n'est pas un critère. Alors, qui peut me préciser ce que c'est IER? Comme je suis opératrice technique, je ne maîtrise pas forcément les sigles, donc n'hésitez pas à me dire. Itinéraire emploi renforcé. OK, ben, merci Alexandra. Alors, non, effectivement, en tout cas, ce critère n'est pas dans l'arrêté, national. Donc pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais après, sachez que c'est des critères qui peuvent évoluer. Sachez aussi que enfin, j'ai pas envie de spoiler ma présentation, donc un peu de patience. Vous verrez que le prescripteur, il va pouvoir, avoir des pouvoirs supplémentaires que les autres professionnels n'ont pas et ça permettra notamment de répondre à certaines problématiques. Alors, une question d'Émilie. Maîtrise de la langue française, plus de précision, s'il vous plaît. Alors, par rapport aux critères maîtrise de la langue française, on nous dit que, c'est relatif à une évaluation FLE, français langue étrangère, inférieure au niveau A1.
et donc ça, c'est un document. Donc pour l'instant, je ne sais pas forcément qui délivre ce document, parce que là, c'est une mise à jour des critères qui a été récente. Donc là, voilà, on nous dit: «Évaluation FLE, inférieure au niveau A1». Après, je ne sais pas, est-ce que c'est uniquement un organisme de formation qui peut délivrer cette évaluation? Donc voilà, ça, il faut pas hésiter à poser la question à vos DETS. Toutes les questions vraiment réglementaires, je ne serai pas experte, donc moi, je vais vous donner les informations que j'ai à mon niveau, mais les questions vraiment très réglementaires, c'est, vos interlocuteurs, ce sont les DETS. Alors, je vais filtrer, voilà, par question non répondue. Une question de Virginie. Pour les critères DELD, donc demandeur d'emploi de longue durée ou DETLD, une interruption courte d'inscription à Pôle emploi, un mois par exemple, doit-elle être prise en compte dans le calcul de durée d'inscription à Pôle emploi ou non? En fait, on est bien sur de l'inscription en continu. Donc effectivement, s'il y a une coupure, on n'aura pas d'inscription en continu. Donc voilà. Après Virginie, si vous êtes prescripteur habilité, on va le voir ensemble, justement, voilà, quand le candidat n'a pas le bon nombre de critères, on va pouvoir faire quelque chose, enfin, il y a d'autres solutions qui existent. Alors, une question de Corinne. Une personne ayant un pass IAE en cours, mais qui arrive à échéance dans 2 mois, peut-elle démarrer une activité en chantier d'insertion? Si oui, pour combien de temps? Alors, je ne suis pas encore rentrée forcément dans le détail, sur le pass IAE, mais sachez qu'un pass IAE, effectivement, il a une durée de 24 mois. Mais dans certaines situations, 24 mois, ça ne suffit pas. On sait que le candidat, il a encore besoin d'être accompagné. Eh bien, sachez qu'il y a des possibilités de prolongation. Et là, notamment sur un chantier d'insertion, effectivement, les possibilités de prolongation sont un peu plus, simples, puisqu'il y a un critère qui va être vraiment spécifique aux chantiers d'insertion et aux associations intermédiaires. Si on s'aperçoit effectivement que la personne est en grande difficulté. Je vais vous mettre le lien, alors juste le temps pour moi d'aller le chercher, le lien sur les prolongations. Donc c'est dans le mode d'emploi employeur, mais on vous explique en fait les différents motifs de prolongation, sachant qu'il y a des motifs pour lesquels, voilà, la structure d'insertion, peut le faire en toute autonomie, et il y a des motifs où, il y a, nécessité d'avoir l'accord d'un prescripteur habilité. Je vous mets ça dans le chat tout de suite. Et je crois que dans mon support de présentation, j'ai aussi le lien, parce qu'à un moment donné, je parle aussi de cette prolongation. Et on a Camille qui dit: «L'évaluation FLE est faite à la sortie d'une formation FLE». OK, merci Camille. Donc ce qui est génial, c'est que là, on a plein de professionnels de l'inclusion, et moi, j'aurais pas forcément réponse à tout, donc je n'hésiterai pas à, vous solliciter. L'idée, voilà, c'est qu'on s'entraide, et qu'on puisse, voilà, répondre à tout le monde. Alors, je vais prendre encore 2 questions et ensuite je vais avancer sur ma présentation, et ensuite je reviendrai du coup sur vos questions. Alors, une question de Frédéric. Le pass IAE démarre-t-il lors d'un premier recrutement sur une structure d'insertion? Oui, effectivement. Donc quand vous allez, orienter un candidat, si une structure du coup décide de l'embaucher, eh bien, elle va déclencher le pass IAE, et en fait, le pass IAE, il va démarrer le premier jour du contrat de travail, du premier contrat. Allez, une dernière question et après j'avance. Heu, une question de Joël. Les SIAE ont une difficulté. Il semble difficile de transférer une candidature à une autre structure IAE. Il faut créer encore une autre boîte mail. Alors effectivement, Joël, ce que vous soulignez, c'est vrai. C'est que, actuellement, pour être, donc en fait, quand on est employeur solidaire, on a son compte employeur avec son adresse mail, et on sait que les employeurs, voilà, ils ont deux activités. Il y a l'activité recrutement, mais il y a aussi l'activité accompagnement socio-professionnel, et notamment accompagner des candidats qui sont, par exemple, salariés au sein de votre structure et que vous pouvez, du coup, orienter vers d'autres structures. Et pour l'instant, le profil employeur ne permet pas effectivement d'orienter des candidats vers d'autres structures d'insertion. Le profil d'employeur, pardon, ne permet pas justement de faire ça, et il faut se créer un profil orienteur, et donc avec une autre adresse mail. Sachez qu'on réfléchit à des évolutions. Là, notamment, une évolution qu'on aimerait bien mettre en place, assez rapidement, c'est le transfert de candidature pour les employeurs qui gèrent, beaucoup de structures.
vous savez, les ensembliers et cetera. Parce que parfois, ils reçoivent une candidature dans une structure et en fait, l'embauche va se faire dans la structure, dans une autre structure et donc voilà, c'est pas forcément souple pour eux. On a conscience de ces problématiques et on espère, voilà, les améliorer au fur et à mesure. Du coup, est-ce que c'était clair ce que je vous ai présenté jusqu'à présent? Est-ce que, les réponses aux questions, c'était OK pour vous? N'hésitez pas, voilà, à faire, voilà et si c'était pas clair, n'hésitez pas aussi à me dire dans le chat. Ça me permet, voilà, de revenir sur certains éléments en cas de besoin. Je repartage à nouveau mon écran et puis c'est parti. Alors, voilà, donc le pass IAE. Là, on va s'intéresser au rôle de prescripteur habilité au niveau national. Alors, le prescripteur habilité, donc comme je vous le disais, il y a un arrêté national et voilà, je vais voir la liste juste ici. Alors, dans la liste des prescripteurs habilités au national, on va retrouver les acteurs historiques, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale. On va également retrouver de nouveaux acteurs, donc notamment les SPIP, les CCAS, les PLI, les acteurs de l'hébergement, CHRS, CADA, UDA, voilà, on a tous les acteurs de l'hébergement. Heu, on a les services sociaux du conseil départemental qui œuvraient déjà, hein, pour l'IAE et là, l'idée, c'est de leur donner vraiment le statut de prescripteur habilité et petite précision, si votre organisme n'est pas habilité au niveau national, donc vous ne figurez pas dans cette liste nationale, mais que votre organisme travaille pour le conseil départemental dans le cadre du suivi des bénéficiaires du RSA, eh bien, par extension, vous bénéficiez du statut de prescripteur habilité puisque vous travaillez pour le conseil départemental. On retrouve, l'AFPA, on a récemment fait un déploiement national auprès des structures AFPA, les points information jeunesse, les CAF, la MSA, l'EPID, l'école de la deuxième chance, on a qui d'autre? Les CSAPA, les CARUD, donc SAPA, centre de soins, d'accompagnement et de prévention de l'addictologie, les CARUD, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogue. On va retrouver également les opérateurs d'intermédiation locative, les foyers de jeunes travailleurs, les résidences sociales, voilà. Le point commun, en fait, de toutes ces structures, c'est qu'elles sont au contact de personnes en difficulté, de personnes qui potentiellement peuvent trouver des solutions, ben, dans l'IAE. Donc voilà, je vais vous mettre pareil la liste des prescripteurs habilités, parce que je n'ai pas eu le courage de tout vous lister et je vais, juste vous mettre la liste ici. Et puis, voilà, je vais revenir sur ce rôle de prescripteur habilité. Le prescripteur habilité, on l'a vu dans le tableau, il envoie des candidatures aux employeurs solidaires. Comme il est habilité, il valide l'éligibilité à l'IAE d'un candidat pour 6 mois. C'est-à-dire qu'en tant que prescripteur habilité, quand vous orientez un candidat sur le site des emplois de l'inclusion, eh bien, vous validez en même temps son éligibilité à l'IAE pour 6 mois. Mais avant de l'orienter, ce candidat, eh bien, vous réalisez le diagnostic socio-professionnel. Pareil, on verra ensemble. J'ai vu tout à l'heure dans le chat défiler la demande. Est-ce qu'il existe une trame pour réaliser le diagnostic socio-professionnel? Alors oui, il y a une trame qui a été faite, et qu'on vous a mis à disposition. Mais après, c'est vraiment une proposition et on le verra vraiment dans le détail après ensemble sur, ben, comment l'utiliser et surtout le principal, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment votre expertise qui va compter. Donc voilà, on établit ce diagnostic, on estime que l'IAE, c'est une solution, donc on oriente le candidat. Et là, en fait, quand vous orientez un candidat, c'est l'équivalent de la fiche de positionnement pour ceux qui ont connu. On valide cette éligibilité à l'IAE pour 6 mois. Et là, quand on parle des 6 mois, c'est vraiment, quand le candidat n'a pas du tout démarré de parcours, hein. On est vraiment avant le démarrage d'un parcours. Si demain j'oriente un candidat, OK, je le déclare éligible pour 6 mois, mais si une structure d'insertion l'embauche et demande l'obtention d'un pass IAE, d'office, on ne parle plus des 6 mois, hein, on les oublie les 6 mois, on part sur 2 ans puisque le pass a été enclenché, on part sur 2 ans,
d'éligibilité finalement, puisque pendant 2 ans, je peux être recrutée par différentes structures d'insertion. Le prescripteur habilité va également pouvoir suivre les candidatures qu'il a transmises et quand je vous disais tout à l'heure, je veux pas spoiler, quand il y avait beaucoup de ques parce qu'il y avait beaucoup de questions sur les critères administratifs, je vous disais: «Je veux pas spoiler, je veux pas spoiler» et en fait, pourquoi je vous disais ça? Tout simplement parce que le prescripteur habilité, il a des pouvoirs que les autres professionnels n'ont pas. Donc qu'il soit habilité au national ou au niveau préfectoral, à l'échelle d'un département, le prescripteur habilité va pouvoir déroger aux critères administratifs exigés pour l'IAE. Vous savez, ce sont les critères que je vous ai présentés tout à l'heure, niveau 1, niveau 2, avec donc il y avait des pièces justificatives. Donc je vous ai dit, je ne vous en parle pas des pièces justificatives puisque en tant que prescripteur habilité, comme vous pouvez déroger aux critères administratifs, c'est vraiment votre expertise qui compte. Si vous estimez que la situation du candidat le nécessite et que si votre candidat n'a aucun des critères, parce que ça peut arriver, hein, on a vu que c'était des critères très très administratifs, ben, on peut avoir quelqu'un qui est en grande difficulté. Et on parlait aussi tout à l'heure de certains critères, je crois que c'était IER, voilà, il y avait certains critères ben, qu'on ne retrouvait pas dans cette liste, donc dans cette liste, dans cet arrêté. Eh bien, voilà, justement, votre rôle de prescripteur, ça va être ça, ça va être de pouvoir, finalement agir pour les situations enfin pour les candidats qui ont des situations un peu particulières et donc voilà, c'est votre expertise qui va compter. Il faut savoir également qu'un délai de carence existe entre 2 parcours IAE. Ce délai de carence, il est de 2 ans. Voilà, c'est un délai qu'il faut respecter. Et bien là, pareil, en tant que prescripteur habilité, si vous estimez que la situation de candidat le nécessite, vous pouvez déroger au délai de carence. Là, pareil, hein, quand on a parlé dérogation aux critères et dérogation au délai de carence, sachez qu'il n'y a pas de démarche supplémentaire à faire. Il vous suffit simplement d'orienter le candidat. Donc votre statut, en fait, il vous permet, c'est un passeport qui vous permet voilà, de déroger aux critères et de déroger à ce délai de carence. Donc il suffit simplement d'orienter la candidature et comme la source de la candidature, c'est prescripteur habilité, on va pouvoir voilà, faire ces dérogations. On en parlait aussi tout à l'heure, le parcours IAE, il dure 2 ans, mais parfois 2 ans, ce n'est pas suffisant. Parfois, il y a nécessité de prolonger le pass IAE. Donc là, voilà, le prescripteur habilité, dans certaines conditions, parce qu'il y a des motifs précis, hein, on ne peut pas juste décider de prolonger un parcours pour le prolonger. Il y a des motifs précis. Je vous ai d'ailleurs communiqué le lien dans le chat. Donc c'est le lien du mode d'emploi côté employeur, parce que c'est l'employeur, hein, qui va faire cette démarche de demande de prolongation auprès du prescripteur habilité. Après, il y a 2 cas où, l'employeur n'a pas à se rapprocher d'un prescripteur, mais voilà, tout est expliqué dans le support que je vous ai communiqué. Donc il y a des éléments où je ne peux pas forcément rentrer dans le détail puisque le temps est compté et là, l'objectif, c'est de vraiment vous donner l'essentiel pour bien démarrer. Donc là, pareil, hein, je vous ai mis à chaque fois les modes d'emploi. Donc si je vous ai mal expliqué quelque chose ou si je suis allée trop vite, parce que j'essaye de voilà, vraiment de vous donner beaucoup, beaucoup d'informations et je sais que c'est pas forcément, évident, voilà, en 1h30 d'absorber autant d'informations. Voilà pour le statut de prescripteur habilité. On va passer au statut d'orienteur. L'orienteur, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est par exemple des conseillers en insertion professionnelle, des clubs sportifs, des éducateurs de rue, association de chômeurs, et cetera. L'orienteur, la particularité, c'est qu'il peut s'inscrire seul. Tout à l'heure, quand on parlait de prescripteur, on parlait d'organisme, hein, c'est l'organisme qui est habilité, mais c'est le professionnel qui va travailler dedans, bien sûr, qui va avoir aussi ce statut. Mais l'orienteur, concrètement, ça peut être aussi un particulier. Et d'ailleurs, on a déjà eu un témoignage sur le forum d'un particulier qui a entendu parler du site et qui a voulu aider une personne sans domicile fixe. Donc voilà, l'orienteur, on ne va pas lui demander de réaliser un diagnostic socio-professionnel, on ne va pas lui demander voilà, de toute cette expertise. Par contre, déjà, ne serait-ce que de faire cette mise en relation, c'est un vrai plus, puisque, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition tous ces moyens pour, les personnes qui veulent aider, bah, les personnes en difficulté. L'orienteur va pouvoir orienter des candidats, donc proposer des candidatures plutôt, c'est plus correct, aux employeurs solidaires, donc structure d'insertion, entreprise adaptée, GEC
et comme je vous le disais, voilà, ils ne valident pas l'éligibilité à l'IAE, mais auront cette possibilité de suivre les candidatures, savoir qu'est-ce qu'elles deviennent. Est-ce que le candidat a été recruté? Est-ce que la candidature a été refusée? Voilà. Donc là, pareil, vous avez toutes les informations dans le mode d'emploi. Alors, on va déjà passer à la démonstration et après je vous présenterai, la communauté de l'inclusion, donc là où on retrouve en fait tous les supports de, de mode d'emploi, les supports, d'information et cetera. Alors, je vais aller sur la démonstration. Hop. Donc là, je suis sur le site des emplois de l'inclusion. Je triche un peu parce que je suis sur la démo, mais voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site des emplois de l'inclusion, pour vous inscrire, vous allez dans n'importe quel moteur de recherche, vous écrivez «les emplois de l'inclusion» et vous retrouvez donc le site, hein, qui se termine en gouv.fr. Je vais quand même vous mettre le lien pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Je vais vous mettre ça dans le chat. Alors j'en profite pour fermer tous ces onglets. Voilà, donc là je suis sur le site des emplois de l'inclusion. Et la première chose qu'on me propose, c'est, un moteur de recherche des employeurs solidaires. Je n'ai pas besoin d'être inscrite, en fait, pour pouvoir, lancer une recherche. Mais ça, on y reviendra plus tard au niveau de la recherche. Je vais déjà vous montrer comment un prescripteur habilité peut s'inscrire sur le site des emplois de l'inclusion. Donc je vais cliquer ici sur «S'inscrire, se connecter». Je vais choisir mon profil, prescripteur. Là, je n'ai pas de compte, donc je vais cliquer sur «Inscription». Là, si jamais je travaille pour Pôle emploi, alors je sais que je crois que 99 des conseillers Pôle emploi sont inscrits, mais pour les nouveaux ou pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'inscrire, sachez que voilà, l'inscription se fait ici. Je travaille pour Pôle emploi, vous renseignez votre code SAPHIR, c'est le code informatique de votre agence et vous poursuivez l'inscription. Pour les autres organismes, l'inscription va se faire via le numéro de SIRET. Donc là, je vais aller chercher le numéro de SIRET, voilà par exemple de ce CHRS dans le 13. Je le renseigne, je choisis mon département et je vais cliquer sur rechercher. Là, 2 cas de figure possibles. Soit mon organisation est déjà inscrite, peut-être qu'un de mes collègues a déjà procédé à l'inscription de l'organisation. Auquel cas, on va me restituer l'information, on va me dire, bah voilà, le CHRS qui est à Marseille, telle adresse, est déjà inscrit. Est-ce que vous souhaitez rejoindre cette organisation? Et vous allez demander un lien d'invitation. Donc il y a un bouton qui va s'afficher et vous demanderez à rejoindre l'organisation. Deuxième cas de figure, c'est ce qu'on voit à l'écran, l'organisation n'est pas inscrite. Et là, on me demande pour qui je travaille. Et là, vous le voyez, en fait, cette longue liste, eh bien, ce sont les prescripteurs habilités au niveau national. Donc voilà, je vous ai envoyé tout à l'heure le lien, mais sachez qu'au moment de l'inscription, pas de risque de vous tromper puisque voilà, vous allez regarder cette liste, sachant que voilà, ça vous le faites une fois, hein, c'est vraiment au moment de l'inscription, de bien choisir le type de votre organisme. Si jamais vous êtes orienteur ou vous êtes par exemple habilité au niveau préfectoral, il faudra juste cliquer ici sur «Autres», puis sur «Continuer». Si vous êtes orienteur, en fait, c'est l'organisation non habilitée. Si vous êtes habilité au niveau préfectoral, c'est organisation habilitée par le préfet et on vous demandera de nous fournir l'arrêté préfectoral qui mentionne votre statut de prescripteur habilité. Donc là, on a dit que j'étais CHRS, je vais chercher voilà CHRS et je vais cliquer sur continuer. J'arrive ici sur le dernier écran en fait d'inscription. On me dit voilà que ici j'ai renseigné le SIRET en fait va être automatiquement analysé et on va me dire bah voilà c'est l'accueil de jour, telle adresse. Ça me permet voilà de vérifier que j'ai utilisé le bon SIRET. Et là, je vais renseigner mon email. Mon email en tant qu'utilisatrice. Donc là, moi, si je m'inscris au CHRS, je vais mettre mon adresse personnelle, donc Zora, avec l'adresse du CHRS. Et c'est bien l'email professionnel puisque on va vérifier en fait toutes les premières inscriptions. Quand quelqu'un va créer le compte de son organisation, on va vérifier que ce professionnel travaille bien dans cette organisation. C'est très important puisque on l'a vu, le statut de prescripteur habilité
il y a quand même pas mal de pouvoir qui est donné à ce statut et donc c'est très important qu'on vérifie 100 des premières inscriptions. Donc voilà, je vais renseigner mon email, mon prénom, mon nom, je vais choisir un mot de passe. Je crois que l'étape la plus difficile ici, c'est le choix du mot de passe, hein, parce que voilà, comme la plupart des sites, il faut, majuscule, minuscule et cetera. Une fois que c'est fait, je clique sur inscription et je reçois un email avec un lien de validation qui me permet d'accéder, à mon tableau de bord. Donc là, je vais me connecter parce que je suis sur un site de démonstration. D'ailleurs, pareil, le site de démonstration, vous y avez accès, hein, si vous avez envie de voir un peu comment ça marche. Vous voyez, vous avez les différents profils qu'on peut tester. Là, moi, je vais me connecter en tant que prescripteur habilité. Pour les orienteurs qui sont présents, sur ce live, je préciserai à chaque fois les petites différences qu'on a entre le compte prescripteur habilité et le compte orienteur. Donc là, je vais me connecter en tant que prescripteur habilité. Je vous passe le détail sur en fait la présentation du site parce qu'on va voir tout ça ensemble. Et donc là, je suis sur le tableau de bord. Donc là, il y a écrit le Pôle emploi de Arles, hein, mais sachez que tous les prescripteurs habilités et les orienteurs auront à peu près la même chose, mais en tout cas, tous les prescripteurs habilités auront le même écran. Donc si je m'inscris pour la première fois et que j'accède à mon tableau de bord, eh bien, je vais être d'office reconnu administrateur de mon organisation. L'administrateur, voilà, c'est un statut qui peut être attribué à quelqu'un d'autre. C'est pas un statut lié à votre position hiérarchique, hein. On peut très bien, ne pas être manager et administrateur. Donc voilà, c'est le premier qui s'inscrit, mais si jamais, hein, vous pouvez, le modifier. Et d'ailleurs, le premier réflexe que vraiment quand vous arrivez sur le site, allez directement dans cette partie, donc dans le bloc organisation, gérer vos collaborateurs. Vous allez tout de suite pouvoir inviter vos collègues. Voilà, donc là, moi, je me suis inscrite. Donc là, bon, je suis Quentin, hein, sur le site de démo. Donc là, Quentin, il a inscrit. Il va pouvoir inviter ses collègues. Et pour ce faire, hein, il clique sur inviter des collaborateurs. Il va renseigner le prénom, le nom, l'email et il peut faire autant d'invitations qu'il le souhaite. Alors, je sais que dans certains organismes, vous pouvez être plus de 200. Donc, si c'est le cas, invitez peut-être les managers qui, à leur tour, se chargeront d'inviter leurs collaborateurs. Voilà, ça vous évite d'inviter les 200 vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas à procéder comme ça en cas de besoin. Donc ensuite, voilà, tout le monde reçoit son lien d'invitation et peut rejoindre le tableau de bord. Donc voilà, premier réflexe à avoir. Deuxième réflexe, c'est aussi de compléter votre fiche publique. En tant qu'administrateur, vous pouvez donc modifier les informations de votre fiche publique. Votre fiche publique, c'est la fiche qu'on va retrouver dans le moteur de recherche des prescripteurs. Donc c'est le moteur de recherche que vous voyez ici. Et ça, c'est un moteur de recherche où on va retrouver uniquement les prescripteurs habilités d'un territoire. Puisque pour rappel, hein, prescripteurs habilités, on l'a vu, il y a quand même pas mal de pouvoirs qui sont donnés aux prescripteurs habilités. Et parfois, il y a nécessité de les identifier, justement, ces prescripteurs habilités. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier votre fiche publique, donc en cliquant ici sur voir la fiche. Là, par exemple, je vois que j'ai juste renseigné un mail, un numéro de téléphone, mais je peux bien sûr modifier les informations. Donc là, je peux changer l'adresse, voilà, en cas de besoin. Je peux changer l'email, le numéro de téléphone. Je peux ajouter un site web et ici une petite description. Et là, vraiment, je trouve que cette description, elle a toute son importance parce que tout le monde ne sait pas ce qu'une mission locale fait. Tout le monde ne sait pas forcément ce qu'un organisme SPIP fait. Et donc une petite description pour dire, bah, voilà, la mission locale s'occupe des jeunes de tel âge à tel âge, voilà, quelle est notre offre de service et cetera. Des petites informations utiles, finalement, c'est intéressant parce que ça permet, bah, à tout le monde de se connaître, de mieux maîtriser l'environnement des acteurs de l'inclusion. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour compléter le descriptif et ensuite vous, cliquez sur enregistrer, ce qui permet de publier instantanément votre fiche, dans le moteur de recherche des prescripteurs. Les orienteurs, eux, ne sont pas visibles dans ce moteur de recherche.
puisque, voilà, les orienteurs, ça peut être aussi des particuliers, donc on va pas dévoiler des informations, personnelles, par rapport aux orienteurs et les orienteurs, il n'y a pas nécessité de les contacter. Voilà, c'est eux qui vont orienter effectivement, mais les prescripteurs, eux, habilités, il y a une nécessité parfois de les contacter, notamment quand, par exemple, un candidat est en grande difficulté, mais que, il n'a pas suffisamment de critères, voilà. Donc l'idée, c'est de bien identifier ses prescripteurs. Vous le voyez, pareil ici, c'est une partie qui n'est pas, proposée aux orienteurs, puisque pour rappel, les orienteurs ne valident pas l'éligibilité à l'IAE des candidats. On vous parle de, diagnostic socio-professionnel. Pour rappel, hein, c'est le diagnostic pendant lequel voilà, c'est le diagnostic en fait qui est réalisé dans le cadre d'un entretien pendant lequel vous allez, du coup analyser la situation donc du candidat. Alors, du coup, j'ai fait une petite erreur de lien, il faudra que je le corrige dans mon support de présentation. Hop, je vais revenir sur la communauté et puis mettre le bon lien. Alors, le diagnostic, il est là. Donc pareil, je vais vous le mettre dans le chat. Alors, dans, cette partie diagnostic, donc cette page diagnostic, on vous explique, voilà, que le diagnostic est établi par un professionnel, prescripteur habilité ou employeur en SIAE, selon l'importance ou le cumul de plusieurs critères relevant de critères d'appréciation de la situation professionnelle, de critères d'appréciation de la situation sociale pour l'insertion de la personne, âge, comportement, codes sociaux liés à l'emploi, état de santé, mobilité, isolement, absence de logement et cetera et cetera. Et là, vous avez un support d'aide. Dans ce support d'aide, vous avez les différents freins et à chaque fois, voilà, pour situer le candidat. Vous voyez, il n'y a rien à compléter. C'est vraiment pour vous aider dans le diagnostic et voir si finalement, par rapport à tous les freins que le candidat rencontre, est-ce que finalement ces freins vraiment bloquent son entrée sur le marché du travail classique? Si oui, l'IAE, ça peut être une solution ou finalement, par rapport aux freins qu'il rencontre, il y a peut-être d'autres solutions que l'IAE. Donc là, c'est vraiment votre expertise. Et n'hésitez pas aussi à parfois interroger les structures d'insertion. Les structures d'insertion ont une bonne connaissance sur le sujet. Parfois, peuvent vous dire: «Bah non, l'IAE, c'est pas une solution» ou ben, peut-être que cette structure-là, elle va peut-être plus être en capacité de plus accompagner votre candidat. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que le site vous permet d'avoir accès à l'information, mais ça remplacera jamais la collaboration qui peut exister entre professionnels, en fait. Donc voilà, vous avez ces différents critères et vous le verrez, hein, tous les critères ne sont pas abordés. C'est vraiment, une liste, mais voilà, il y a des critères, par exemple, je pense à l'addiction, où on ne retrouve pas, ce critère dans ce tableau. Alors, on va se mettre en situation. Je vois qu'il me reste encore à peu près 40 minutes, pour la démonstration vraiment de l'orientation. On va se mettre en situation. Donc, j'accompagne un candidat, je suis prescripteur habilité. J'ai réalisé l'entretien diagnostic de ce candidat. Donc pareil, quand je vous dis un orienteur, il va pas valider l'éligibilité à l'IAE. Pour autant, le lien que je vous ai communiqué sur le diagnostic, hein, il est accessible à tous. Il ne sera pas dans le moteur de recherche des orienteurs, mais il est accessible à tous et c'est toujours intéressant de voir si effectivement, l'orientation IAE est une solution, oui ou non. Même si, réglementairement parlant, on ne va pas l'exiger d'un orienteur. Donc je suis prescripteur habilité, j'accompagne le candidat, j'ai réalisé un diagnostic, je m'aperçois qu'effectivement l'IAE, ça peut être une solution pour lui. Eh bien, je vais proposer mon candidat aux employeurs solidaires, notamment aux structures d'insertion. J'informe bien mon candidat de la démarche que je suis en train de faire. Parce que c'est arrivé que certains candidats, quand ils sont convoqués par les structures d'insertion et ben, du coup, ne savaient pas du tout, ben, d'une part qu'ils avaient été orientés et d'autre part, ben, ils ne savaient pas du tout, en quoi consistait le dispositif, IAE. Donc n'hésitez pas à prendre, voilà, quelques minutes pour expliquer, rassurer aussi le candidat, lui dire que là, on va s'adresser à des employeurs solidaires. Donc on va pouvoir, voilà, avoir une certaine transparence par rapport aux difficultés rencontrées par le candidat. Mais voilà, c'est toujours le candidat qui vous donnera son accord. Oui, je donne mon accord effectivement pour être orienté en IAE, oui, je donne mon accord pour qu'on puisse parler de ma situation et cetera. Donc là, je vais, postuler pour le candidat.
J'arrive sur le moteur de recherche des employeurs solidaires. Donc pour l'instant, le moteur de recherche fonctionne par ville. On ne peut pas rechercher, par nom, on ne peut pas rechercher par poste. Voilà, donc là, je renseigne par ville. Je lance la recherche, j'ai tout de suite un résultat qui s'affiche, résultat que je peux filtrer. Si mon candidat, par exemple, n'est pas mobile ou que je suis dans une zone rurale, il n'y a pas assez de transports en commun, eh bien, je peux réduire le rayon de recherche. Voilà, je peux réduire et à chaque fois, les, résultats de recherche vont être filtrés automatiquement. Je peux également filtrer par département. Donc, si je veux voir, par exemple, que les structures du 90, hop, je vais choisir. Donc ça peut arriver effectivement que dans certains territoires, certaines structures d'insertion ne recrutent, les candidats que du département. Mais là, pareil, c'est des spécificités locales. N'hésitez pas à vous adresser aux DETS, qui pourront vous dire: «Bah, effectivement, sur notre département, ça se passe comme ça» et voilà. Mais en tout cas, la règle nationale, c'est qu'il n'y a pas de limite au niveau des orientations. Donc, là, moi, par exemple, je peux orienter quelqu'un sur Marseille, réglementairement parlant. Voilà, rien ne me l'empêche, en fait. Je peux également filtrer par type de structure. Donc là, n'hésitez pas à voilà, on fera un petit point, hein, sur la partie documentation. Si vous ne maîtrisez pas ces structures, à aller, voir la petite présentation des différentes structures pour comprendre, voilà, ce que chaque structure fait. Mais, vous allez le voir, donc sur la droite, vous avez les différentes structures. Alors, est-ce que vous avez toujours mon support de ouais, vous l'avez toujours? Vous m'entendez toujours? Ouais, super. Parce que j'avais plus la petite miniature qui me disait que j'étais en partage, donc j'ai eu, une petite frayeur. Je me suis dit: «Ça fait peut-être depuis 5 minutes que je suis en train de parler et personne m'entend». Donc, voilà. Donc, j'ai la structure d'insertion qui s'affiche et si je veux en savoir plus, je vais cliquer sur le nom. Là, job insertion 90. J'ai l'activité, donc, qu'est-ce que propose, job insertion à 90 en termes d'activité et c'est tout récent, donc, vous allez peut-être pas forcément le voir tout de suite. Là, on va devoir communiquer auprès des structures d'insertion pour les inviter justement à partager, des informations sur l'accompagnement qu'elles proposent. Et ça va vraiment être utile pour vous, pour comprendre finalement, ben, tiens, Job Insertion 90, je sais qu'il propose un accompagnement, au niveau, voilà, de telle ou telle démarche. Là, par exemple, on me parle du logement, de la santé, on m'explique qu'est-ce qui va être fait concrètement. Ça va m'aider à me projeter, et à projeter en fait, ben, tiens, en me disant: «Bah, tiens, effectivement, mon candidat, il a telle ou telle problématique. Je sais que cette structure, elle va l'aider en fait à les résoudre». Donc voilà, je sais qu'il y a des structures d'insertion présentes, parmi nous, donc n'hésitez pas à d'ores et déjà compléter cette partie, accompagnement proposé et c'est l'administrateur de votre structure qui va pouvoir, dans la partie de modification des informations, de la structure, remplir cette partie-là. Et c'est vraiment important parce que plus ces informations seront pertinentes et précises et plus forcément le prescripteur sera guidé dans l'orientation. Il sera, plus à même de se dire: «Bah, tiens, oui, cette structure, elle répond aux problématiques de mon candidat». Et pareil, hein, comme je vous le disais, ça ne remplace pas les échanges que vous pouvez avoir avec les professionnels. Si vous n'avez pas suffisamment d'informations, si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler la structure. Et en plus, les structures, parfois, elles préfèrent vraiment, avoir un appel, où vous expliquez la situation du candidat et elles vous disent: «Bah, effectivement, oui, ça peut correspondre ou non, X, Y, elle va être plus à même de l'accompagner». Et voilà, c'est mieux que d'envoyer une candidature qui, finalement, ben, ne correspond pas. Ça va pas matcher parce que l'employeur pourra pas aider votre candidat. Donc, je retrouve également les recrutements en cours. Donc là, c'est les postes pour lesquels l'employeur souhaite recevoir des candidatures. Donc il y a un recrutement en cours et là, je peux consulter le détail. Donc je suis toujours avec mon candidat, hein, on prend connaissance de tous ces éléments, on prend connaissance de la fiche de poste et on va pouvoir postuler. Donc là, je vais cliquer sur postuler. La première chose que l'on va me demander, c'est le numéro de sécurité sociale, du candidat. Parce que c'est un numéro unique qui va permettre en fait de créer un dossier unique pour le candidat. Pendant longtemps, on a uniquement utilisé le mail et en fait, en utilisant le mail,
on avait parfois des doublons. Donc voilà, avec le NIR, on sait qu'on n'aura plus de doublons et c'est une première étape parce que, pour l'instant, vous le renseignez et ensuite vous allez compléter les informations du candidat. Mais demain, ce qu'on espère, c'est qu'en renseignant le numéro de sécurité sociale, on puisse récupérer automatiquement toutes les données associées à ce numéro. Mais bah, là, ça va nécessiter on va dire des accords, un accord en fait d'exploitation de ces données. Donc ça peut prendre du temps, mais c'est déjà un vrai premier pas. Si votre candidat a un numéro de sécurité sociale provisoire, ça peut arriver, un numéro en 3, 4, 7 ou 8, vous renseignez les 10 premiers chiffres. Là, par exemple, je retire les 10 premiers chiffres, je clique sur continuer et là, on me dit, voilà, le numéro est trop court, mais est-ce que je possède un numéro temporaire? Et là, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, ça, c'est vraiment si le candidat a un numéro temporaire. S'il a un numéro définitif, vous cliquez sur continuer et vous allez pouvoir poursuivre l'inscription. Puisque là, donc là, le système me dit aucun utilisateur n'est inscrit avec ce numéro de sécurité sociale. Si ce numéro avait été reconnu, c'est-à-dire préalablement inscrit par vous, par le candidat lui-même, par un employeur ou par un autre prescripteur, le système aurait détecté toutes les informations et vous n'auriez pas à compléter à nouveau ces informations. Autre étape, on me demande l'email personnel du candidat. Alors je sais que cette étape, elle peut être gênante. J'ai travaillé 1 an à l'accueil de Pôle emploi, j'accompagnais les personnes en difficulté et je sais que beaucoup de personnes en difficulté n'ont pas forcément une adresse mail ou n'ont pas forcément la possibilité d'accéder à leur mail. Alors, juste pour expliquer en fait cette, nécessité d'avoir le mail, c'est que là, on utilise un service web et on va renseigner en fait des informations sur un candidat. On va créer une candidature, valider une éligibilité. Le candidat peut avoir potentiellement ensuite un passé à eux. Eh bien, réglementairement parlant, on doit permettre à ce candidat, s'il le souhaite, hein, je précise, hein, s'il le souhaite, d'accéder à ces données. Et donc, le seul moyen de pouvoir accéder à ces données et de les activer s'il le souhaite, c'est de renseigner l'email personnel du candidat. Le numéro de téléphone, je sais que parfois on nous a proposé le numéro de téléphone. Pour l'instant, on n'a pas, enfin, techniquement, le numéro de téléphone, c'était un peu délicat. Donc là, le la solution, voilà, de facilité et qui permet de répondre à cette, obligation réglementaire, c'était l'email. Donc si votre candidat n'a pas d'email, vous pouvez lui créer un email. On fait comme pôle emploi.fr, hein, puisque pour rappel, sur pôle emploi.fr, pour s'inscrire en tant que demandeur d'emploi, il faut un email. Et moi, je faisais ça, d'ailleurs quand j'accompagnais les candidats, à l'accueil de Pôle emploi, donc sur les bornes informatiques, eh bien j'allais sur le site de laposte.net pour leur créer une adresse email. Ça prend vraiment moins de 5 minutes et je tiens à vous rassurer, si votre candidat, vous savez pertinemment qu'il n'a pas les possibilités de, soit techniques, soit, voilà, il ne comprend pas forcément bien le français ou voilà, n'est pas à l'aise avec l'informatique, soyez rassurés puisque là, vous agissez en son nom, en fait. Vous allez juste lui créer son profil, mais s'il n'accède pas à ces données, vous serez alerté des suites, des données aux candidatures. Donc voilà, il y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est vraiment juste, voilà, pour répondre à cette contrainte réglementaire. Donc je vais renseigner l'email de mon candidat. Je vais cliquer sur continuer. Là, je vais renseigner le prénom, le nom, et cetera. Donc ce que je vous disais, ça, c'est une étape qu'on aimerait bien pouvoir simplifier avec l'exploitation du numéro de sécurité sociale. Donc ça, c'est, voilà, ça se fait par étapes, hein, on y va progressivement. Puis dès qu'on a les autorisations, dès qu'on a le nécessaire, eh ben, on fera à chaque fois une étape vers la simplification. Mais là, voilà, il y a le petit effort à faire, pour l'instant et on le fait qu'une fois, hein. C'est-à-dire que ça, c'est parce que le candidat n'est pas reconnu par le système. C'est la première fois qu'on l'oriente. Donc effectivement, on fait cette démarche-là. Je renseigne le numéro de téléphone, l'adresse, le code postal. Je renseigne l'identifiant Pôle emploi. Alors si la personne est inscrite chez Pôle emploi et qu'elle connaît son numéro d'identifiant Pôle emploi, je le renseigne. Si la personne n'est pas inscrite chez Pôle emploi ou qu'elle ne connaît pas son identifiant, qu'elle l'a oublié, je peux choisir l'un ou l'autre des motifs. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Donc ça, c'est une étape, hein, qui est commune à tous les prescripteurs, qu'ils soient habilités ou orienteurs. Donc voilà, on crée déjà le profil du candidat. Là, je vais arriver sur une étape qui est uniquement proposée aux prescripteurs habilités.
puisque pour rappel, les orienteurs ne valident pas l'éligibilité du candidat. On me rappelle ici, hein, pour le prescripteur habilité, que pour valider l'éligibilité IAE du candidat, je dois avoir réalisé au préalable un diagnostic socio-professionnel dans le cadre d'un entretien. On me remet le lien ici. Je dois préciser la situation administrative du candidat. Et là, on me dit que c'est facultatif. Pour rappel, en tant que prescripteur habilité, je peux déroger aux critères administratifs qui sont en principe exigés pour l'IAE si j'estime que la situation du candidat le nécessite. Donc là, ça peut être tentant, hein. Là, je vois ma liste de critères, je me dis finalement, j'ai un statut de prescripteur habilité, je vais gagner du temps et aller tout de suite à la validation. Vraiment, ça, je vous le déconseille, puisque sachez que voilà, vous avez ce statut de prescripteur habilité, mais il faut vraiment l'utiliser quand c'est nécessaire. Si vraiment votre candidat n'a aucun des critères. Parce que ces critères-là que vous renseignez, par exemple, si je dis que ben, tiens, Lucas, il est bénéficiaire du RSA, déjà, on ne me demandera pas de le justifier. C'est vraiment que du déclaratif. Mais ces critères, ça fait partie aussi de l'analyse de la situation du candidat. On, on va orienter un candidat que l'employeur ne connaît pas forcément. L'employeur reçoit beaucoup de candidatures, il ne connaît pas le candidat. Et donc, voilà, de mettre ces informations, ça permet déjà d'expliquer un peu la situation du candidat, situation administrative. Donc voilà, prenez le temps de compléter ces critères. Et donc là, en fait, ces critères, hein, ils vont être enregistrés dans le profil du candidat pour 6 mois. Donc là, on va dire que voilà, il est demandeur d'emploi de très longue durée, qu'il a moins de 26 ans et qu'il est résident en ZRR. Voilà, j'ai renseigné toutes ces informations. Et petite précision aussi, il y a certaines structures qui ont des objectifs de recrutement liés à certaines typologies de public. Je pense notamment, enfin l'exemple le plus courant, enfin du coup dans mon territoire, moi c'est l'exemple le plus courant, c'est que certaines structures vont avoir des objectifs de recrutement, par exemple liés aux bénéficiaires du RSA et donc vont privilégier les candidatures des personnes qui sont BRSA, bénéficiaires du RSA. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter ce critère, ce qui permet à l'employeur de voir effectivement s'il correspond aux objectifs de recrutement de sa structure. Voilà, j'ai fait cette première étape de validation des critères d'éligibilité. Là, d'office, hein, Lucas, il est réputé éligible à l'IAE, il est éligible à l'IAE pour 6 mois, puisqu'il n'y a pas encore eu d'embauche, hein, c'est vraiment cette période des 6 mois avant embauche. Hem et là, j'arrive sur un écran qui est proposé aux orienteurs et aux prescripteurs habilités. Et là, on me restitue en fait le métier que j'avais sélectionné tout à l'heure et je peux en choisir d'autres, hein. Finalement ici, en fait, tous les métiers qui sont ouverts au recrutement par Job Insertion 90 s'affichent. Donc là, si, le candidat me dit: «Ben oui, moi j'aimerais bien aussi être positionné sur ce poste-là», je peux sélectionner. Et ici, vraiment, je crois que c'est l'étape la plus importante et malheureusement étape trop souvent négligée et ça va changer, donc pour ceux qui regardent le replay et pour ceux qui assistent au live, hein, cette étape, elle va changer. Prochainement, en fait, on va découper cette étape pour qu'elle soit beaucoup plus, en fait, que le prescripteur ou l'orienteur soit un peu plus accompagné au niveau de l'orientation et que ça facilite aussi la vie côté employeur et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer des exemples. Je crois que j'ai encore un peu le temps, voilà, on est là jusqu'à 11h30, donc j'ai encore un peu le temps de vraiment de rentrer dans le détail. Là, on va mettre un message à destination de l'employeur. Donc il faut se mettre dans la tête que l'employeur ne connaît pas le candidat. Et là, en fait, on va pouvoir expliquer, les motivations du candidat. Pourquoi aujourd'hui je l'oriente sur ces postes-là? Les motifs d'orientation. Donc là, on va rentrer plus dans l'analyse, socio-professionnelle. Pareil, hein, on met les éléments du diagnostic socio-professionnel et là, on vous précise, hein, que c'est copie transmise au candidat. Donc tout ce que je vais renseigner là, déjà, c'est conforme à la réglementation générale de protection des données. Je vais renseigner des informations qui vont être utiles à l'employeur, utiles pour savoir si il peut, oui ou non, accompagner le candidat. Et je vais vous dire pourquoi j'insiste fortement sur cette partie-là. Alors je vais juste essayer alors je ne sais pas si je l'ai dans mon historique ici, non je ne l'ai pas ici, mais je vais, juste vous montrer des captures d'écran. Alors pardon, on va y arriver. Décidément, j'ai trop de fenêtres ouvertes. J'essaie d'aller sur mon bureau. Voilà. Je vais juste vous montrer.
des exemples de messages de candidature qui ont été transmis par des prescripteurs habilités. Décidément, mon PC, il est très lent. Voilà, je vais mettre le plein écran. Donc, ce sont des captures que j'ai réalisées. En fait, je suis allée, au hasard, hein, sur, 5 candidatures au national, donc il y a pas forcément de territoire, ciblé ou autre. J'ai pris vraiment 5 candidatures au national et en fait, sur les 5, les 4 du haut, on va les voir ensemble, eh bien, vous allez comprendre, elles aident pas forcément l'employeur à comprendre la situation et je pense que les employeurs qui sont présents parmi nous pourront vous confirmer qu'effectivement, parfois, ils reçoivent des candidatures, ben, où il manque pas mal d'informations et ça, c'est une charge supplémentaire pour l'employeur parce que non seulement il ne connaît pas votre candidat, il reçoit beaucoup de candidatures et en plus, voilà, il doit soit vous recontacter, soit recontacter le candidat pour refaire un diagnostic et comprendre si, voilà, quelle est la situation du candidat. Alors que peut-être quelques lignes auraient suffi à tout de suite permettre à l'employeur de dire: «Bah, oui, je peux l'accompagner» ou «Non, je ne peux pas l'accompagner». Et donc là, on voit par exemple, dans le message de candidature: «Veuillez trouver la candidature de madame. Madame a besoin de travailler et est très motivée». Donc ça, c'est vraiment, je les ai capturés, hein, c'est vraiment les messages transmis par les prescripteurs habilités et en plus, c'était des prescripteurs historiques qui sont censés connaître l'IAE et en fait, voilà, ça, concrètement, ben, l'employeur, il n'est pas aidé, en fait, il ne sait pas du tout, quelles sont les difficultés de madame. Là, pareil, on a «J'étudie toute proposition d'emploi». Ça, c'est, on dirait que c'est le candidat qui a écrit, mais c'est bien le prescripteur. Je pense que le prescripteur, il a voulu, retranscrire, en fait, la motivation du candidat en écrivant cette phrase. Donc voilà, «J'étudie toute proposition d'emploi», voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a pas mal d'informations, mais on est sur de l'expérience. Expérience, OK, autonome, et cetera. Donc là, c'est bien, mais on n'a pas les informations sur la situation socio-professionnelle. Donc vous voyez les 4 exemples du haut, bah, n'aident pas, à comprendre la situation. En revanche, l'exemple du bas, que je trouve vraiment intéressant, où on a un peu de tout. On a voilà, monsieur a occupé des postes en tant que gestionnaire des faits économiques et cetera. Donc on a un petit historique sur, sur son parcours. On a un historique aussi sur ce qui s'est passé dans sa vie. Suite à une grave blessure, il n'a pas obtenu de poste depuis cette date. Il est dorénavant opérationnel et doit trouver un emploi puisqu'il n'a aucune ressource. Donc là, voilà, on sait quelle est sa situation. Là, on a l'objectif. Intégrer une SIAE lui permettrait de stabiliser à minima sa situation financière et de terminer sa carrière tout en tenant compte de ses problématiques, actuellement hébergé, aucune ressource, etc. Donc là, vraiment, en tant qu'employeur, déjà, ça, on a un peu plus d'informations, on sait, voilà, qu'est-ce qu'on attend de cette orientation IAE et voilà. Vraiment, je tenais à insister sur sur cette partie-là parce que, alors, voilà, je vais faire ça et revenir sur mon navigateur. Voilà. C'est important et en fait, pour avoir discuté avec certains conseillers, ben, en fait, on me disait: «Ben oui, en fait, comme cette étape, elle arrive à la fin, et que, ben, c'est un peu le danger d'internet, c'est de se dire: «Ben, voilà, je valide toutes les étapes, ça va vite, c'est internet et cetera» et ben, on néglige cette partie. Alors qu'avant, avec la fiche papier, la fiche de positionnement, ben, on avait cette fiche sous les yeux, on prenait le temps de la compléter. Donc là, voilà, vraiment, j'insiste sur cette partie, mais sachez que prochainement, on va vous guider un peu plus. Parce qu'on s'est rendu compte que nous aussi, on devait faire peut-être un effort pour, ben, finalement ajouter des champs supplémentaires pour mieux découper. Parce que là, on avait un peu de tout. On avait les motivations, les motifs d'orientation, les éléments du diagnostic et demain, vous aurez des écrans un peu plus, guidants. Donc voilà, je vais renseigner ces informations. Donc, toujours avec l'accord du candidat. Donc là, il faut rassurer le candidat. Si on parle de ces problématiques, on parle à un employeur solidaire, employeur qui va être là pour l'aider. Donc, motif d'orientation et éléments de diagnostic. Sachant qu'en fait, toutes ces informations, vous les avez, en fait, vous les avez déjà, puisque vous avez réalisé ce diagnostic. Et côté orienteur, même si réglementairement, on n'exige pas de vous de réaliser un diagnostic, expliquer deux, trois informations sur la situation du candidat, ça peut être vraiment un plus pour appuyer la candidature de la personne que vous accompagnez. Ici, vous avez le CV. Donc là, pour l'instant, il est optionnel,
mais sachez que prochainement, on va permettre aux employeurs de choisir si oui ou non ils ont besoin d'un CV. Parce que pour certains postes, il y a nécessité d'avoir le CV. Mais dans le doute, hein, pour l'instant, je vous invite à toujours ajouter le CV si votre candidat en a un. S'il n'en a pas, comme on est quand même sur de l'insertion, voilà, on va pas vous obliger à le renseigner. Et d'ailleurs, il y a des employeurs qui nous disent, hein: «Nous, on veut pas entendre parler du CV», et d'autres qui disent: «Ben si», par exemple des entreprises travail temporaire d'insertion qui mettent à disposition auprès des employeurs classiques, ben, ces entreprises vont plutôt être justement, d'avis d'avoir le CV parce que voilà, on est un peu plus, on arrive plus à la fin du parcours IAE, la personne est un peu plus autonome, on a besoin d'avoir un peu plus d'informations sur, son savoir-faire. Voilà, donc une fois que j'ai complété toutes ces informations, je clique sur «Envoyer la candidature» et à ce moment précis, l'employeur, donc Job Insertion 90, a été notifié par mail. Il a reçu la candidature donc de Lucas et en tant que prescripteur ou orienteur, je peux à tout moment revenir sur mon tableau de bord et visualiser. C'est là où on parlait tout à l'heure de suivi des candidatures. On peut visualiser toutes les orientations qu'on a réalisées. Donc soit celles que j'ai faites moi-même, soit celles de mes collègues, puisque on est sur le compte de l'organisation. Donc chacun aura son propre accès individuel, mais on est sur un partage de tableau de bord commun. Donc voilà. Là, on va retrouver toutes les candidatures, à chaque fois donc le nom, la structure, on a les métiers sur lesquels on a positionné le candidat, le statut qui s'actualise en temps réel. Donc s'il y a une décision qui est prise, on verra le statut changer. Est-ce que j'ai des exemples? Voilà, ici par exemple, voilà, candidature acceptée, candidature à l'étude, voilà, donc vous allez voir les statuts changer et vous le voyez là, ça fait quand même pas mal d'informations. On a pas mal de candidatures. Vous pouvez quand même filtrer en cas de besoin. Là, pareil, ce système de filtre, il va être amélioré. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran? J'ai toujours peur quand je vois pas le OK, c'est toujours bon. Donc là, je peux, filtrer, mais voilà, ce système de filtre va être amélioré, mais pour l'instant, je peux filtrer par période. Si j'ai envie de voir toutes les candidatures sur une période donnée, je peux voir toutes les candidatures avec un certain statut. Je peux voir aussi, les candidatures avec un pass IAE suspendu. Ça, c'est quand, par exemple, le candidat finalement, je sais pas moi, il est plus en contrat, par exemple, et l'employeur a décidé de suspendre le pass pour ne pas consommer la durée, donc parce qu'il y a 2 ans, hein, mais si on le suspend pas, la durée, est consommée. On peut filtrer par émetteur. Donc l'émetteur, c'est le professionnel qui travaille dans mon organisation qui a envoyé la candidature. Là, il y a que Quentin sur la démo qui est inscrit, mais voilà, si j'avais les collègues, eh ben, je verrais le nom des collègues et je peux prendre par exemple le relais sur un collègue absent et renseigner voilà, et voir ses prescriptions. Je peux aussi filtrer par structure destinataire et là, vraiment, moi, c'est un filtre que j'aime bien parce que, je me remets, en fait, j'étais aussi conseillère entreprise avant chez Pôle emploi et c'est vrai que, bah, j'organisais des points avec, les employeurs et là, ça peut être une idée, voilà, quand vous envoyez pas mal de candidatures, bah, il faut pas hésiter peut-être à créer des rituels avec les structures d'insertion. Donc n'hésitez pas à échanger au niveau local avec les structures, et de leur dire: «Bah, tiens, moi, je vous propose, par exemple, de faire un point tous les mois, un point, 1/2 heure, 1 heure sur, ben, toutes les orientations qu'on fait. Non seulement ça va permettre à la structure d'expliquer comment elle travaille et vous de comprendre, ben, voilà, ben, tiens effectivement cette structure, elle va plutôt accueillir ce type de public et donc vous allez, finalement affiner vos prescriptions au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment travailler avec les structures, hein, comme je le répéterai, assez souvent, c'est vraiment, l'outil vous permet d'avoir les infos, mais c'est vraiment les échanges sur le terrain, au niveau local, qui vont, vraiment, améliorer la qualité des prescriptions et la qualité des parcours. Je peux aussi filtrer par candidat, je crois que j'avais récemment orienté Will Smith, voilà, donc je peux retrouver Will Smith, voilà. Donc, vous renseignez donc les critères, ça peut être cumulatif et vous cliquez sur appliquer et là, vous voyez les différentes, orientations. Alors, je vais me connecter rapidement côté structure, mais vraiment, je ne vais pas détailler ce que je fais. Je vais juste vous montrer, voilà, comment on voit la candidature côté structure, puisque pour rappel, hein, si vous êtes une structure d'insertion, le, la partie, demande de pass IAE, c'est vraiment, voilà, c'est dans un webinaire, spécifique. Donc là, c'est vraiment, un webinaire dédié aux prescripteurs. On voit que l'orientation. Mais je voulais juste vous montrer
comment l'employeur voit votre candidature, hein. C'est à peu près le même tableau de bord. Voilà, donc là, on voit la candidature de Lucas. L'employeur va tout retrouver, tout ce que vous avez renseigné, toutes les informations. Il va pouvoir prendre une décision, donc il peut refuser. S'il refuse, il va choisir un motif de refus. Donc là, voilà, motif, et faire une réponse au candidat et décliner la candidature. Donc là, pareil, on a un mail qui est envoyé au candidat, au prescripteur et une mise à jour automatique des tableaux de bord. On peut mettre en attente, par exemple, mettre en attente parce on a, une infocall à venir, une information collective, peut-être que l'embauche est différée. Donc voilà, l'employeur peut mettre en attente et là pareil, vous n'êtes pas notifié par mail pour le coup, mais vous avez l'information dans votre tableau de bord. Là, vous n'êtes pas notifié parce que le but, c'est pas non plus de vous envoyer des notifications chaque fois que l'employeur met en attente, mais vraiment de vous envoyer des notifications pour des décisions, embauche ou refus. Et si l'employeur décide d'embaucher, donc là, il a tous les éléments déjà complétés. Il va juste compléter les informations liées au contrat de travail. Hop, et un petit message de réponse. Et vous êtes bien sûr destinataire de cette information. Et là, l'employeur va demander l'obtention du pass IAE qui lui permettra d'obtenir une aide au poste. Voilà, donc là, Lucas a désormais un pass IAE qui commence le 1er mars jusqu'au 29 février 2024. Et vous, en tant que prescripteur ou enfin habilité ou orienteur, vous recevez un mail avec les informations sur l'embauche et la date de contrat, donc ce que l'employeur a renseigné juste ici. Voilà. Donc là, je vais tout de suite retourner sur le live, enfin sur le chat. Hop. J'espère que c'était clair pour vous ce que j'ai pu vous présenter. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais vraiment l'objectif c'était voilà l'inscription, la prescription pour que vous soyez à l'aise avec, avec ces notions. Super. Ben, merci pour vos retours et on va, si vous le voulez bien, on va regarder les questions. Alors, je vais filtrer, voilà, comme ça. Alors, questions. Donc filtre, questions non répondues. Heu, une question, alors c'est une remarque de Chantal. Claire, oui, mais il faut qu'il soit éligible avec les critères, sinon il faudra qu'il passe par un prescripteur. Alors effectivement, Chantal, si, le candidat n'a pas le bon nombre de critères ou n'a pas du tout de critères administratifs, seul le prescripteur habilité va pouvoir, faire cette orientation. Donc par défaut, le 1er réflexe à avoir, c'est de s'adresser au prescripteur habilité qui suit le candidat. Voilà, ça c'est le premier réflexe. Si le candidat n'a pas de prescripteur habilité qui le suit, il existe le moteur de recherche des prescripteurs habilités. Donc voilà, vous allez utiliser ce moteur de recherche et c'est pour ça que c'est important aussi de compléter dans le descriptif le type de public que vous accompagnez. Par exemple, si c'est une personne en situation de handicap, peut-être que je vais m'adresser à Cap Emploi. Si c'est un jeune de moins de 26 ans, alors je crois qu'en plus d'ailleurs la mission locale, je crois que c'est maintenant c'est les moins de 30 ans, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me dire dans le chat, parce que j'ai toujours un doute entre moins de 26 ou moins de 30 ans. Voilà, si c'est un jeune, eh bien, peut-être qu'on va s'adresser à la mission locale, et cetera, et cetera. Donc en fonction des problématiques, on va s'adresser au prescripteur habilité le plus pertinent, au regard de la situation du candidat et voilà, le prescripteur pourra dire: «Bah oui, effectivement, je comprends la situation, j'estime que l'IAE, c'est une solution. Merci Gaël». Donc c'est les moins de 26 ans, merci. Donc voilà. Du coup la question de Kumba. Après avoir postulé pour un candidat, y a-t-il un délai de réponse de la structure sur la candidature? Alors nous, on n'impose pas de délai de réponse. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à instaurer au niveau local des rituels entre vos organisations et les structures. Échanger avec les structures en fait pour comprendre, parce que aussi, côté structure, elles reçoivent beaucoup de candidatures et effectivement, certaines ne peuvent pas répondre rapidement. Voire, je sais que dans certains territoires, on me dit: «Mais on n'a pas du tout de réponse». Donc n'hésitez pas à voir au niveau local, ben, pourquoi il y a pas assez de pourquoi il y a pas de réponse ou pourquoi les réponses tardent. Donc mais voilà, mais sachez que côté employeur, il y a aussi une charge importante. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger au niveau local pour trouver la meilleure manière de collaborer. En tout cas, nous, on n'impose pas aux structures, un délai de réponse parce qu'on a tout à fait conscience que d'une structure à l'autre, c'est tout à fait différent et voilà, on ne veut pas non plus imposer cette charge en plus aux structures. Donc ça, c'est à voir au niveau local.
Alors, une question de Magali. Est-ce qu'en tant qu'orienteur, nous sommes prévenus par mail ou une alerte mail du suivi des candidatures? Oui, 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 vous avez bien l'alerte, en fait. La seule différence, en fait, côté orienteur, c'est que vous n'avez pas à valider les critères d'éligibilité à l'IAE et que vous n'êtes pas, visible dans le moteur de recherche des prescripteurs. Voilà, c'est ça la différence, en fait, qu'il faut retenir au niveau des orienteurs. Mais vous êtes bien sinon en termes de gestion et suivi, c'est tout pareil. Alors, une question de Claire. Un candidat non inscrit à Pôle emploi peut-il s'inscrire directement sur Itou? Alors Itou, pour information, pour ceux qui connaissent pas, c'était le nom qui était donné à l'origine au projet, donc projet de la plateforme de l'inclusion. Donc effectivement, un candidat, il peut s'inscrire, sur le site des emplois de l'inclusion, même s'il n'est pas inscrit chez Pôle emploi. Mais on l'a vu quand même lors de l'orientation, il y a des éléments assez importants, notamment le diagnostic socio-professionnel et un candidat, ça, il n'est pas en capacité de le faire, son diagnostic. Donc même si enfin, je sais que voilà, certains prescripteurs, quand ils voient que le candidat est autonome, ils lui proposent de postuler en toute autonomie et de le faire. Donc, effectivement, sur un site d'emploi classique, ça pose pas de problème. Mais, là, vraiment, votre, orientation, votre le discours que vous allez tenir, en fait, dans ce message de candidature, ça va être un vrai plus. Et en plus, si vous êtes prescripteur habilité, vous validez son éligibilité à l'IAE. Donc, voilà, si vous accompagnez quelqu'un, le mieux, c'est vraiment de l'orienter, vous-même. Là, on va dire que l'option de candidature autonome, c'est vraiment le candidat qui veut pas du tout être accompagné, qui, du coup, voilà, n'est inscrit nulle part et préfère faire ses démarches en toute autonomie. Donc voilà, c'est vraiment une option en plus, mais ce qu'il faut privilégier, c'est l'orientation par un professionnel. Alors, une remarque de Chantal, mais je l'affiche quand même, je la découvre en même temps que vous. Donc pour répondre à Juliette, notre ACI, donc atelier chantier d'insertion, laisse l'offre tout le temps car nous avons besoin d'un vivier de candidats potentiellement employables au cas où un poste se libère rapidement. Nous recevons tous les candidats à un entretien, nous gardons leur candidature. Merci Chantal. Effectivement, voilà, chaque structure va avoir ses propres pratiques de recrutement. Donc c'est bien de les connaître au niveau local. Ça vous permet de savoir effectivement est-ce que voilà, c'est, un poste, sur le court terme ou à moyen terme? Alors, une question de Chantal. Savez-vous si tous les orienteurs sont au courant de ce dispositif? Nous sommes un ACI et n'avons jamais reçu de candidature via les orienteurs, uniquement Pôle emploi et CD. Alors, effectivement, pour l'instant, nous, on s'adresse en priorité aux prescripteurs habilités. Donc là, moi, mon rôle, notamment, j'ai commencé en 2020. 2020, j'ai accompagné donc les pôles emploi. Donc l'objectif, c'était vraiment d'accompagner tous les conseillers Pôle emploi. Après, je sais qu'il y en a qui sont arrivés, et je sais qu'il y en a qui sont présents aujourd'hui parmi nous, qui n'ont pas forcément assisté à ces webinaires de déploiement, mais déjà l'objectif c'était Pôle emploi. Ensuite, on a organisé des webinaires au niveau régional pardon, des webinaires régionaux plutôt, en fait, avec les DRETS, donc c'est les nouveaux noms qu'on donne au direct. On a organisé aussi ça avec les réseaux de l'IAE qui font un super travail sur le terrain, justement pour accompagner ces prescripteurs habilités, mais on accompagne essentiellement les prescripteurs habilités, mais je sais que dans certaines régions, les orienteurs se greffent aussi parce que, par exemple, des maisons de l'emploi et cetera qui sont, finalement, dans les mêmes locaux parfois que les missions locales ou les plis, bah, se greffent aussi à ces événements et voilà, donc ça se fait progressivement et n'hésitez pas, à informer justement sur votre territoire ces organismes, donc vous les informez de l'existence de ces webinaires. Parce que justement pendant ce webinaire et ben, on voit ensemble le rôle de prescripteur habilité, d'orienteur. La seule, contrainte peut-être, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas l'IAE et là, on a organisé des webinaires toujours en lien avec l'EDRETS, donc au niveau régional, hein, avec l'EDRETS et les réseaux de l'IAE sur, voilà, qu'est-ce que l'IAE? Et ensuite passer à la partie technique. Donc ça, c'est vraiment un gros chantier qui se fait, c'est un fil rouge en fait, donc on accompagne au fur et à mesure. Heu, une remarque de Virginie, du coup, remarque de Chantal pertinente effectivement car information nécessaire et difficile à se procurer lors de l'embauche. OK. Alors j'ai pas forcément toujours tous les contextes en fait, parce que les questions s'affichent, alors je sais pas si elles s'affichent, alors non, je crois qu'elles s'affichent pas forcément dans l'ordre. Alors,
Une question de Juliette. Actuellement, on ne peut pas faire de recherche par secteur d'activité ou par métier ou encore par structure. Non, pas encore Juliette, mais sachez qu'on y réfléchit. Pour l'instant, on a beaucoup été accaparé par d'autres chantiers, notamment le chantier lié à notre connexion avec l'ASP, pour lequel on a encore quelques améliorations à faire pour fluidifier tout ça. Mais vraiment, après, on pourra avoir un peu plus de bande passante pour s'intéresser notamment aux moteurs de recherche. Et ce qu'on a dans un premier temps dans le viseur, c'est la recherche par métier, parce que ça peut être vraiment intéressant, effectivement. En tout cas, on sait qu'il y a un besoin, on le comprend, mais voilà, c'est juste une histoire de bande passante pour l'instant. Alors, il est 11h30, donc moi, je suis encore un peu disponible, donc je vais poursuivre les réponses aux questions. Pour ceux qui doivent nous quitter, le replay, le support de présentation vous seront transmis. Donc, dès lors que j'aurai uploadé le replay sur YouTube, je vous enverrai tout ça. Alors, si un collègue quitte notre structure, est-ce uniquement l'administrateur qui peut supprimer l'accès au profil et le profil de ce collaborateur? En fait, l'administrateur, il va retirer l'utilisateur. Effectivement, donc en tant que membre, vous n'avez pas la main, mais l'administrateur, oui. Par contre, ça ne supprime pas le compte de l'utilisateur. Si l'utilisateur veut définitivement supprimer son compte, il doit s'adresser à nous par mail pour nous demander la suppression définitive de son compte. Mais sinon, voilà, l'administrateur, il peut le retirer, il peut retirer l'accès au compte de l'organisation. C'est déjà un plus. Euh, alors, les FJT, foyers de jeunes travailleurs, sont-ils prescripteurs ou orienteurs? Alors, ils sont bien prescripteurs habilités, donc depuis si je dis pas de bêtises, depuis le 1er septembre 2021. Donc, c'est dans l'arrêté que je vous ai communiqué. Et pareil, dans mon support de présentation, vous avez donc la liste de tous les prescripteurs habilités. Alors, là, je crois que c'est une remarque, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Lorsqu'une structure souhaite une prolongation pour une personne qui n'est plus inscrite à Pôle emploi, a-t-elle besoin de l'accord de Pôle emploi? Non, non, non. En fait, quand on parle de prescripteur habilité, c'est pas Pôle emploi, hein, c'est vraiment l'accord d'un prescripteur habilité pour certains motifs. Il y a des motifs, par exemple, pour le CDI inclusion et alors j'ai plus l'autre motif en tête, CDI inclusion et action de formation. Pour ces 2 motifs-là, l'employeur n'a pas besoin de demander l'accord. Mais pour les autres, c'est l'accord d'un prescripteur habilité, que ce soit Pôle emploi ou non. Donc voilà, en général, on s'adresse au prescripteur qui connaît le candidat, parce que c'est lui qui va quand même dire oui ou non, c'est pertinent de prolonger le parcours. Alors, je vais juste faire un petit tour côté chat. OK, pour voir s'il y a des remarques. Merci pour vos retours. Bonne journée pour ceux qui doivent nous quitter. Moi, ce que je vous propose pour ceux qui ont encore un peu de temps, c'est de poursuivre les réponses aux questions. Et j'aimerais bien aussi vous montrer une petite vidéo sur la communauté de l'inclusion. Alors, une question de Catherine. Si ma structure est auto-prescripteur, puis-je en tant que CIP créer un compte en tant qu'orienteur à titre personnel? Oui, donc si jamais, vous avez créé votre compte employeur avec votre email, il faudra utiliser un email différent pour votre compte, orienteur. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire et vous pouvez le faire soit en tant qu'organisme, donc qui représente votre SIAE, soit en tant que particulier. Donc mais là, le mieux, comme vous êtes CIP dans une structure, c'est de vous inscrire en tant qu'organisme non habilité. Comme ça, vous représentez votre structure, mais vous êtes orienteur. Alors, une question d'Hélène. A-t-on une alerte dans le dossier du demandeur d'emploi Pôle emploi quand son pass IAE est valide? Je sais qu'il y a des travaux justement sur la restitution en fait des informations liées au pass IAE dans le SI de Pôle emploi, mais je n'ai pas suivi de près ces travaux. Je pense que le mieux, c'est de vous adresser à vos référents locaux qui ont peut-être un peu plus d'informations que moi, mais en tout cas, effectivement, l'idée, hein, ce qu'on a dans le viseur, c'est que quand un pass IAE est délivré, ça alimente automatiquement, les données de Pôle emploi. Je pense que vous avez déjà, je crois que ça alimente déjà le projet d'action. N'hésitez pas à me dire s'il y a des conseillers Pôle emploi, si vous avez pu voir, effectivement ce qui est alimenté. Mais moi j'ai suivi de très loin ce chantier-là, donc j'ai pas forcément la maîtrise de ce qui est alimenté ou pas. Alors, quelle est la durée maximum de prolongation de l'agrément? Alors, je vais vous mettre les durées dans le chat parce qu'en fait, en fonction des motifs, les durées maximum avec renouvellement compris ne sont pas les mêmes. Et moi-même, je ne les ai pas forcément en tête. Alors, je vais vous chercher ça dans le chat tout de suite.
Alors, prolonger un agrément et en fait, dans ce support-là, je vous avais mis une capture du question-réponse qui avait été publié par la DGEFP et vous avez la durée, en fait, qui est précisée. Voilà, je vous mets ça dans le chat. Alors, une question de Juliette. Il n'y a pas de date de validité de l'offre. Parfois, on a l'impression qu'elles sont très anciennes. Alors oui, effectivement, c'est un sujet, ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, soit au niveau des dates, soit au niveau alerte. Mais sachez que nos UX designers, donc ceux qui vont s'occuper de l'expérience utilisateur sur le site, ont conscience de ça. Je sais qu'il y a des améliorations prévues. Mais effectivement, ouais, ça peut être un plus peut-être d'avoir la date de validité, un peu comme sur pôle emploi.fr, on a, publié, à telle date, donc ça nous donne, une idée de la fraîcheur de l'offre. Après voilà, il y a certaines structures qui vont, recruter en continu, donc il faut qu'on trouve le bon moyen d'afficher tout ça. Alors, comment est demandé cet accord de prolongation via la plateforme? Alors l'accord de prolongation, on le fait déjà avant la plateforme. C'est-à-dire l'employeur va s'adresser au prescripteur habilité. En priorité, le prescripteur habilité qui suit le candidat, qui connaît le candidat, il va lui présenter le bilan. Qu'est-ce que cet employeur a fait pour ce candidat jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il a mené comme action? Et il va lui présenter le plan d'action envisagé. Donc là, c'est vraiment par tout moyen, hein, ça peut être par téléphone, par échange mail. Et en fait, voilà, avec ces éléments, le prescripteur va prendre sa décision. Effectivement, bah, tiens, le plan d'action, est pertinent, il y a vraiment nécessité à prolonger prolonger la prolongation. Prolonger le parcours IAE, je suis fatiguée, désolée. Et donc, voilà, prolonger le parcours IAE et à partir de là, en fait, à partir du moment où, l'accord est donné, l'employeur va aller dans son tableau de bord des, emplois de l'inclusion et enregistrer l'accord de prolongation. Donc la discussion, la négociation, on va dire, elle se fait avant, en dehors de la plateforme. L'enregistrement de l'accord de prolongation, lui, va se faire directement, sur le site et donc voilà, vous renseignez, donc dans le support que je vous ai communiqué, vous avez un détail, un pas à pas. En fait, à chaque fois, je vous mets les petites captures et la démarche qu'il faut faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous référer à ce document. Alors, je regarde côté chat, j'ai eu des, bonnes journées pour ceux qui nous quittent. Alors, une question de Claire. Pouvez-vous réexpliquer où se trouvent les offres des SIAE? Je vois le descriptif des besoins et postes, mais pas d'offres à proprement parler. En fait, quand on dit offre, c'est tout ce qu'il y a sous le champ recrutement en cours. En fait, quand on dit recrutement en cours, voilà, voilà, peut-être raccourci, on dit offre, mais effectivement, on parle de fiche de poste sur le site. Mais voilà, c'est vraiment recrutement en cours. Donc, c'est les offres de recrutement proposées par les employeurs. Alors, peut-on prolonger un parcours IAE pour un candidat que le prescripteur n'a pas lui-même inscrit? Oui, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Voilà, parce que ça peut arriver, hein, un prescripteur accompagne un candidat et au final, le candidat est accompagné par un autre prescripteur. Voilà, donc ça, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Mais on va dire que pour plus de simplicité, c'est toujours mieux de s'adresser au prescripteur qui connaît le candidat. Donc peut-être que voilà, c'est peut-être pas celui qui l'a inscrit, donc il y a pas d'obligation en la matière. Le la seule, obligation, c'est obtenir l'accord d'un prescripteur habilité. Comment le demandeur d'emploi peut-il s'auto-inscrire sur la plateforme? Eh bien, en fait, au même titre que les prescripteurs, il va choisir son profil candidat et pour les candidats, on peut s'inscrire soit avec son adresse mail, soit avec Pôle emploi Connect, donc les identifiants pour se connecter sur pôle emploi.fr, soit avec France Connect. Donc ça, c'est tout nouveau, France Connect. Donc voilà, il y a ces 3 modalités de connexion pour le candidat et par contre, comme, on a eu une vague d'inscriptions de candidats qui n'étaient pas du tout éligibles à l'IAE, on a mis quand même un filtre à l'inscription. C'est-à-dire qu'on va demander aux candidats s'ils sont dans l'une des situations suivantes et on a essayé de prendre les critères de niveau 1, de l'IAE, les critères communs aux EA et aux GEC et on a essayé de, voilà, de lister ces critères pour, faire en sorte que les candidats qui s'inscrivent correspondent bien à la cible des employeurs solidaires.
Parce que voilà, on a eu des candidats qui n'étaient pas du tout, en difficulté, qui, travaillaient régulièrement, mais qui se sont dit: «Ben, tiens, c'est un nouveau site d'emploi, on va postuler». Donc on a mis ce filtre-là pour bien, les orienter et si jamais effectivement le candidat n'a pas les critères, donc il dira: «Bah, moi je suis dans aucune des situations, qui est mentionnée», on l'invitera en fait à se rapprocher d'un prescripteur habilité. Parce que pour rappel, le prescripteur pourra lui, accompagner le candidat, l'orienter si effectivement la situation le nécessite et on restitue au candidat un moteur de recherche en lui disant: «Bah, voilà, allez rechercher les prescripteurs sur votre territoire». Donc il pourra voir, tiens, la mission locale, le pôle emploi et cetera et s'adresser à ces organismes pour être orienté. Alors, une question de Muriel. Lorsque nous sommes prescripteurs habilités et employeurs solidaires à la fois, nous sommes obligés d'avoir 2 comptes pour d'un côté prescrire et de l'autre valider la candidature. Effectivement, c'est différent. Si vous êtes prescripteur habilité et employeur solidaire. Alors oui, effectivement, ça arrive notamment, je crois que j'ai vu les exemples de CHRS qui portent des chantiers d'insertion. Donc, ils ont le compte CHRS prescripteur habilité et ils ont le compte, employeur solidaire. Par contre, ça, il faut vous adresser à la DETS pour savoir si le CHRS peut, valider une prescription pour, l'ACI. Donc, enfin là, j'ai donné l'exemple CHRS, ACI. Donc ça, voilà, je maîtrise pas suffisamment la subtilité au niveau réglementaire pour savoir si, quand on a la double, casquette, prescripteur habilité et employeur solidaire, si on peut finalement, voilà, envoyer des candidatures. À ma connaissance, je dirais que non, mais voilà, il faut peut-être voir au niveau local auprès des DETS si, concrètement ça peut être fait. Mais après rien ne vous empêche en tant que prescripteur habilité d'envoyer à d'autres employeurs. Ce qui est délicat, c'est vraiment quand on s'envoie, finalement à soi-même, en fait, même si c'est 2 dispositifs différents. Voilà, donc là, peut-être vous rapprocher des dettes pour savoir si, c'est conforme réglementairement parlant et je crois alors je ne sais pas si dans le, document questions-réponses de la DGEFP, ils ont abordé la question, mais il faudrait que je le relise pour ma culture parce qu'effectivement, c'est une question qui peut revenir souvent. Donc n'hésitez pas, voilà, la dette pour cette question un peu réglementaire. Mais pour le technique, je vous ai répondu, hein, c'est possible. Alors, une question de Katia. Le service dans lequel j'interviens en tant qu'EduxP et CIP est rattaché au secteur des des ESMS, et de fait non habilités. Cela évoluera-t-il dans le temps? Alors nous, en tant qu'opérateur technique, on n'a pas la main sur l'arrêté, national qui, liste les prescripteurs habilités. Donc ça peut évoluer. Je sais qu'au début, il y avait un arrêté et ensuite, il y a plein de structures qui sont arrivées, en plus avec le nouvel arrêté et que je sais qu'au niveau local, vous pouvez aussi vous adresser à vos DETS, si vous estimez que, votre organisme effectivement œuvre, au niveau de l'IAE, vous pouvez vous adresser à la DETS, pour présenter votre dossier en quelque sorte. Donc, voilà, n'hésitez pas à contacter la DETS qui pourra vous expliquer un peu les démarches et si la DETS estime qu'effectivement c'est pertinent de vous attribuer le statut de prescripteur habilité, au niveau local, hein, au niveau, de votre département, eh bien, elle s'adressera au préfet de département et un arrêté sera établi pour vous donner ce statut. Donc ça arrive, régulièrement. Je sais que voilà, les structures nous disent: «Ben, nous, on a ce statut d'orienteur et on aimerait bien, pouvoir agir en tant que prescripteur habilité parce que, on fait, de l'accompagnement» et cetera. Donc c'est légitime et voilà, là, la réponse, elle se fait au niveau local. Parce qu'au niveau national, ça peut prendre un peu plus de temps et au niveau national, c'est vraiment les grands réseaux de prescripteurs. Alors, une question de Chantal, ou c'est peut-être une proposition, je ne sais pas. Il serait bien que le prescripteur note si le candidat est au RSA ou inscrit chez Pôle emploi, la date d'inscription que la SIAE aura besoin par la suite en cas d'embauche. Ah, d'accord. La date d'inscription au RSA ou chez Pôle emploi. Ok. Ce serait bien de le faire systématiquement vu que l'orienteur ou prescripteur ont les informations. Merci. Alors, effectivement, pour l'instant, c'est pas demandé. Par contre, Chantal, je ne sais pas si vous êtes encore parmi nous, parce que vous êtes encore 47 participants. Si vous êtes encore parmi nous, Chantal, n'hésitez pas, parce que vous avez la main, vous savez, dans vos fiches de présentation, à dire, ben tiens, avant d'orienter un candidat, merci de nous préciser dans le message de candidature les informations suivantes. Je sais qu'il y a des structures qui le font. C'est une bonne pratique, voilà, qui peut se faire, au niveau local, mais en plus, vous avez la main sur votre vitrine entreprise et vous pouvez mettre ces informations. Lorsque vous nous orientez un candidat, on aimerait avoir ces informations
dans le message de candidature. Alors, question de Mélanie. Est-ce qu'il faut remplir un diagnostic écrit de la situation de la personne pour valider ses critères d'éligibilité IAE en tant que prescripteur habilité ou remplir en ligne les critères juste en cochant les cases? Alors effectivement, techniquement, en fait, c'est cette partie, où vous avez tous les critères. À partir du moment où vous, sélectionnez un critère ou 2 ou autre, enfin, où vous n'en sélectionnez aucun et vous appuyez sur valider, techniquement, là, on reconnaît que votre candidat est éligible à l'IAE. Donc là, on le reconnaît éligible à l'IAE pour 6 mois. Par contre, ne surtout pas négliger la dernière partie, hein, de message de candidature qui va être transmise à l'employeur, donc voilà, où vous pouvez remettre des informations sur le diagnostic. Alors, je prends encore une question et ensuite je vais juste vous montrer rapidement une vidéo sur la communauté de l'inclusion. Communauté de l'inclusion où vous allez pouvoir trouver des outils, des bonnes pratiques, échanger entre professionnels. Donc voilà, une dernière question de Sarah, du coup. Est-ce que l'ASS et demandeur d'emploi de longue durée sont des critères suffisants pour l'orientation? En fait, l'ASS en lui-même, l'ASS est un critère de niveau 1, donc l'ASS suffit. Donc effectivement, on peut orienter une personne. Après Sarah, si vous êtes prescripteur habilité, dans tous les cas, voilà, la question ne enfin le vous n'êtes pas bloqué par rapport aux critères en tant que prescripteur habilité. Mais si vous n'êtes pas prescripteur habilité et que votre candidat a ces critères-là, effectivement, il est bénéficiaire de l'ASS. C'est un critère de niveau 1, donc un critère de niveau 1 suffit pour valider l'éligibilité à l'IAE du candidat. Alors, je voulais, juste, voilà, donc il y a encore des questions, désolée, le temps, on a largement dépassé le temps imparti pour ce webinaire. Je vous remercie en fait d'être encore aussi, nombreux à être présents. J'espère que ça vous a plu au niveau du contenu et je voulais juste vous montrer une dernière vidéo, voilà, sur, la communauté de l'inclusion. Alors je vais, voilà, couper ma caméra et vous partager cette vidéo, parce que ça peut être vraiment intéressant pour vous de vous inscrire. Voilà, je vais vous la partager tout de suite. Voilà. Bonjour, je suis Sophie Garcia et je suis responsable de la communauté de l'inclusion. L'inclusion, c'est donner une opportunité à une personne qui est éloignée de l'emploi de renouer avec le milieu professionnel avant de trouver une situation pérenne. La communauté de l'inclusion, c'est un espace d'entraide et d'échange entre professionnels de l'inclusion où on va pouvoir rencontrer d'autres acteurs, on va pouvoir s'informer sur l'actualité ou sur des événements à venir. On a également la possibilité de partager des ressources ou des outils qui sont utiles dans le quotidien d'un professionnel de l'inclusion. La communauté de l'inclusion, c'est aussi donner la parole à nos utilisateurs. Par exemple, on a eu une suggestion d'évolution sur la communauté qui parlait des personnes sorties de milieu carcéral qui n'étaient pas compris dans les critères d'éligibilité. Et donc, grâce à cette suggestion d'évolution, les réglementations ont changé et désormais, c'est un critère d'éligibilité. Cinq bonnes raisons d'utiliser la communauté. S'entraider entre professionnels de l'inclusion, s'informer donc sur des dispositifs d'État ou des nouvelles réglementations, échanger des bonnes pratiques ou des bons plans entre professionnels, suivre les actualités et les événements de l'inclusion en général et rencontrer d'autres acteurs de l'inclusion. Voilà pour cette, vidéo. J'espère que, le contenu du webinaire, voilà, je sais que c'est intense. En plus, on est pratiquement resté ensemble 2 heures. J'espère que, voilà, vous avez, pu, voilà, comprendre en quoi consiste le site des emplois de l'inclusion, que vous avez pu, voilà, avoir toutes les informations sur le statut de prescripteur, d'orienteur. Sachez que, voilà, comme vous le disait Sophie, les échanges peuvent se poursuivre sur la communauté de l'inclusion. Donc, il y a une équipe d'ambassadeurs, il y a également, mes collègues et moi, donc qui sommes présents sur cette communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre, à vous inscrire. Vous allez retrouver aussi pas mal de, je vais vous montrer rapidement, vous allez aussi trouver pas mal de ressources, les événements.
Donc moi, la ressourcerie, c'est ma catégorie préférée. En tant qu'ancienne conseillère Pôle emploi, je sais que voilà, j'adorais, trouver des outils web, des services qui pouvaient m'aider. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez retrouver plein de services web, en lien avec l'inclusion et vous allez peut-être même vous partager des voilà, des astuces, des bons plans. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre participation et je vous souhaite, eh ben, du coup, une agréable journée. À bientôt. Au revoir.